Nous sommes le jeudi 13 juin 2024 et vous écoutez le 12e épisode de la 8e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est Masterclass et on s'intéresse pour la première fois dans ce podcast à la photographie sous-marine. Nous recevons pour l'occasion deux grands spécialistes de la discipline, le photographe Greg Lecoeur et Léo Lachaud de la boutique spécialisée Photo d'Enfer. Cette émission vous est présentée par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Et ben c'est parti, 12e épisode de cette 8e saison du podcast. Benjamin, comment ça va? Est-ce que tu as pris ton maillot de bain et tes palmes? Salut Arthur, écoute, c'est pas trop un domaine dans lequel je suis très à l'aise, la photo sous-marine, tu vois. Moi, la plongée non plus. Voilà, ce que j'allais te dire, moi non plus, je découvre tout ça, mais en tout cas, c'est passionnant. On l'a déjà pas mal abordé finalement avec Laurent Balesta, en long en large, pendant 2 heures. Vrai. On vous invite à réécouter l'émission avec Franck Séguin, avec Agathe Poupenet plus récemment, mais là, on va aborder les aspects plus techniques avec nos deux invités, ça va être chouette. Et on reçoit donc pour l'occasion deux grands spécialistes pour la première fois dans ce podcast. Greg Lecoeur déjà, salut Greg. Salut. Et Léo Lachaud, qu'on a déjà entendu une première fois dans l'émission, il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio aujourd'hui. Salut. Alors, tradition oblige, je vais commencer par vous présenter à nos auditeurs et je vais donner la primeur à Greg Lecoeur. Alors Greg, cela fait 12 ans que tu es photographe sous-marin, photojournaliste et artiste engagé dans la sensibilisation du grand public à la préservation des écosystèmes sous-marins. Originaire de la ville de Nice, tu as toujours été proche de la mer et un passionné de biologie marine et d'exploration. Tu as enchaîné les niveaux de plongée et développé des techniques de prise de vue sous-marine, d'abord en passionné. À 32 ans, tu plaques tout, revends ta société et pars faire le tour du monde avec ton appareil photo, en passant par les Galapagos, l'Équateur, la Floride, les Bahamas, l'Honduras, le Yucatan, la Californie, Hawaï ou encore la Colombie-Britannique, entre autres. Tu reçois de très nombreux prix et distinctions, dont par exemple le prix du plongeur d'or au Festival mondial de l'image sous-marine en 2015, le prix de photographe de l'année du National Geographic en 2016 et le prix d'Underwater Photographer of the Year en 2020. Tes images sont publiées dans la presse française et internationale. Tu signes 3 beaux livres, Requin, guide de l'interaction, Antarctica et Océan face à face. Enfin, tu es ambassadeur Nikon. Greg, est-ce qu'on a bien résumé ta carrière? Alors oui, ça fait, alors juste une petite précision, ça fait 15 ans que je fais ce métier à titre professionnel. Ouais. Et avant, je plonge depuis que je suis tout petit, originaire de Nice, sur la Côte d'Azur. Bon. Et donc, tu as réalisé ce fantasme que beaucoup de personnes ont d'absolument tout plaquer et de faire une reconversion professionnelle totale? Oui, exactement. Je suis de la génération du commandant Cousteau, du film du Grand Bleu. Enfin, quand je dis je suis de la génération, j'ai regardé, j'ai été bercé dans mon enfance par ces explorateurs et ce film qui, depuis tout petit, m'a donné envie de m'intéresser à la mer. J'étais déjà très passionné de nature, mais c'est vrai que habitant à Nice avec la Méditerranée, la mer a vite pris le dessus. Et c'était quoi le déclic pour que tu plaques tout d'un coup et que tu décides de faire ça? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un petit peu un plongeur comme monsieur tout le monde, je dirais, passionné. Et quand je me suis mis à mon compte, j'ai commencé à gagner ma vie. J'avais un rêve qui était de m'acheter un petit bateau. Et j'ai commencé à explorer avec ce bateau la baie des Anges. Donc, j'ai commencé à observer des dauphins, des tortues, des animaux qu'on connaît pas forcément ou qu'on n'attend pas forcément en Méditerranée. Puis un jour, j'ai eu cette rencontre incroyable avec un banc de globicéphales au large de Nice, dans la baie des Anges. Et alors pour ceux qui connaissent pas les globicéphales, ce sont des grands dauphins qui sont tout noirs, qui ont la tête toute ronde. Ils font une taille de 5 à 7 mètres. Moi, mon petit bateau, il faisait 6 mètres. Et
j'ai croisé un grand banc, plus d'une cinquantaine, qui sont venus se coller à la coque du bateau. Et la mer était d'huile, les conditions étaient vraiment féeriques. Et j'ai passé un moment assez extraordinaire avec ces animaux. Je les entendais sociabiliser. Quand je passais à l'arrière du bateau, je voyais des têtes sortir au niveau du bateau parce qu'ils étaient curieux. Et quand je suis rentré à terre, j'ai commencé à raconter cette rencontre. Et en fait, peu de gens connaissaient l'espèce, mais peu de gens croyaient en cette rencontre. Donc c'est de là que j'ai décidé à déjà m'acheter un appareil photo pour pouvoir l'amener dans mes aventures, en plongée, en navigation, pour amener des souvenirs et partager des témoignages de mes rencontres. Bon. Et Léo, pour t'accompagner, Léo Lachaud, donc toi, tu es le dirigeant de la boutique spécialisée Photos d'Enfer, située à Paris, dans le 14e arrondissement, au 6 rue Victor. Alors là, il va falloir m'aider, comment on dit ? Schœlcher. Schœlcher, au 6 rue Victor Schœlcher. Photos d'Enfer, c'est une adresse historique qui existe depuis 1989 et qui s'est fait une spécialité dans la photographie sous-marine. Tu es d'ailleurs, à ce titre, le seul importateur et revendeur français de nombreuses marques spécialisées dans ce domaine. Pourquoi cette spécialisée dans la photographie sous-marine en termes de niche, on peut difficilement faire plus précis ? Exactement. Déjà, tout d'abord, c'est une société familiale. C'était la société de mon père que j'ai rachetée du coup en 2022. Donc, en fait, il s'est installé du coup à d'Enfer Rochereau, qui était l'ancien quartier de la photo à l'époque, et est sorti à l'époque le Nikonos, donc l'appareil photo emblématique de la photographie sous-marine. On va en parler. Ouais. Et disons que peu de boutiques vendaient cet appareil photo parce que c'était un temps où les boutiques photo étaient à leur épopée. Enfin, c'était l'âge d'or des boutiques photo. Et étant donné que c'était un jeune entrepreneur dans la photo, il avait décidé de vendre tous les appareils photo possibles, y compris du coup les appareils photo dédiés à la photographie sous-marine. Il était le seul, enfin en tout cas l'un des seuls à faire ça. Et ouais, on va dire que de fil en aiguille, il s'est retrouvé et plongé dans un univers très passionnant avec des caissons. On a encore dans la boutique des caissons étanches pour les Nikon FM2 par exemple. Ah ouais ? Enfin, oui, ça peut revenir à la mode vu le succès du FM2. Exactement. Mais je les garde, ils vont prendre de la valeur. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut être plongeur soi-même pour être un bon vendeur de matériel de photographie sous-marine ? Ouais, c'est un milieu qui est très technique. J'ai la chance d'avoir, vu que c'était le domaine familial, je plonge depuis très jeune, depuis l'âge de 11 ans. C'est un milieu qui est très spécifique avec des contraintes qui sont très particulières. C'est un peu... on en discutait, mais certaines contraintes spatiales, par exemple avec Thomas Pesquet chez Nikon, ambassadeur Nikon, il y a des contraintes qui sont beaucoup plus simples que dans la plongée sous-marine. C'est un milieu qui est très complexe, avec des contraintes notamment de pression, d'étanchéité, de prise de vue. Enfin, c'est un milieu on est plongé dans certains cas dans le noir, en fait. Je pense que Greg pourra très bien en parler. Je pense qu'il a 2-3 anecdotes à tous les coups dessus. C'est vrai que si on a une mauvaise visibilité, c'est un studio photo qui est très compliqué à gérer, quoi. Bon, de toute façon, on va parler de tout ça. Mais Léo, rassure-moi, si on fait pas de plongée ni de photo sous-marine, on peut quand même venir acheter du matériel chez toi. Tu as des trucs pour le commun des mortels aussi ? Oui, bien sûr. Parfait. Allez, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Pentax annonce 2 nouveaux compacts étanches. Tamron lance un nouveau télézoom pour hybride Sony et Canon annonce une nouvelle optique 3D. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Coïncidence heureuse. Avec le thème de cette émission, Pentax annonce aujourd'hui l'arrivée de 2 nouveaux compacts numériques étanches et anti-choc, les WG8 et WG1000. Le WG1000, pour sa part, offre une étanchéité jusqu'à 15 mètres de profondeur pendant 1 heure. Il est équipé d'un capteur CMOS de 16 millions de pixels au format 1 sur 2,3 pouces, associé à un zoom optique 4 fois équivalent à un 27-108 mm. La distance minimale de mise au point est de 5 cm et le mode vidéo propose des enregistrements en Full HD à 30 images par seconde. Le WG8 est un boîtier plus haut de gamme avec une étanchéité à 20 mètres pendant 2 heures. Il est équipé d'un capteur CMOS de 20 millions de pixels, toujours au format 1 sur 2,3 pouces, associé à un zoom optique équivalent à un 28-140 mm.
La distance minimale de mise au point est de 1 cm et l'appareil embarque un système de 6 LED autour de son objectif pour éclairer les sujets en macro. Le mode vidéo propose des enregistrements 4K à 30 images par seconde, H264. Il dispose d'un GPS embarqué compatible avec le système GLONASS pour inscrire l'info de position des prises de vue dans les métadonnées des images. À noter que ces deux boîtiers proposent uniquement un enregistrement des photos en JPEG et non en RAW. Le nouveau Pentax WG1000 sera proposé au prix de 249 € et le WG8 au prix de 479 €. Ils seront disponibles mi-juillet. Tamron lance un nouveau télézoom capable de couvrir le format 24-36 mm et proposé en monture Sony E. Il s'agit d'un 50-300 mm offrant des ouvertures maximales glissantes f4.5.6.3 et bénéficiant d'une stabilisation optique. Utilisé sur un hybride APS-C, il équivaut à un 75-400 mm. La formule optique intègre pas moins de 19 lentilles qui sont réparties en 14 groupes avec 2 lentilles XLD, 2 lentilles LD à faible dispersion. La mise au point est assurée par une motorisation VXD qui permet de garantir un suivi du sujet extrêmement précis selon les dires du constructeur. Les distances minimales de mise au point sont de 22 cm en position 50 mm et 90 cm au 300 mm, ce qui permet un rapport de grossissement maximal de 0,5 fois. L'objectif est particulièrement compact et léger avec 15 cm de long replié et un poids de 665 grammes. Il est protégé contre les intempéries avec une résistance à la poussière et à l'humidité. Le nouveau Tamron 50-300 mm f4.5.6.3 DI3 VC VXD sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 949 €. Et pour terminer, Canon annonce encore une nouvelle optique en monture RFS, capable donc de couvrir le format de capteur APS-C. Il s'agit d'un objectif un peu particulier, conçu pour travailler sur la réalité virtuelle ou les expériences immersives. Le nouveau Canon RFS 3,2 mm f3.5 intègre un double système optique fisheye avec un angle de champ de 144 degrés capable de réaliser un effet stéréoscopique. Il est équipé d'une motorisation autofocus STM pour effectuer la mise au point uniquement au centre de l'image. Les images réalisées avec cet objectif peuvent être exploitées en post-production avec un logiciel spécialisé. Par exemple, EOS VR Utility, proposé par Canon gratuitement pour des séquences de 2 minutes maximum ou au prix de 6 € par mois sur abonnement, ou encore Adobe Premiere avec un plugin dédié. Le Canon RFS 3,2 mm f3.5 sera proposé dès le mois de juillet au prix de 1 299 €. Bon, promis, on n'a pas fait exprès. On fait une émission sur la photo sous-marine et Pentax nous lâche 2 nouveaux compacts étanches. Attends, j'ai pas tout suivi. C'est pas des compacts argentiques qui devaient sortir Pentax? Si vous regardez les sites de rumeurs, il y a quand même pas mal de trucs qui traînent autour de ce sujet-là. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de compacts étanches. On se souvient que OM System en a lancé un il n'y a pas très longtemps. C'est les dernières nouveautés qu'il y a de toute façon en termes de compacts numériques. Ça fonctionne, ces appareils-là, ou pas? Sous l'eau? Alors, sous l'eau, j'espère pour eux. Oui. Mais non, pour les gens, pour les clients. Est-ce que ça fonctionne face au GoPro? Face au GoPro, oui, c'est 2 usages totalement différents. La GoPro, on est vraiment sur un angle très très large. Donc si jamais on fait des photos de petits poissons, de crevettes, de nudibranches, on a juste un petit point rouge en plein milieu de l'image. Même avec leur système de zoom électronique où bah, du coup en fait on va... Ouais, t'atteins pas la qualité d'un vrai zoom optique entre guillemets. Tu pourras peut-être deviner la crevette au milieu de l'image, mais ça sera le maximum. Donc l'avantage d'avoir ces appareils photo compacts, c'est que ça permet de faire une introduction en fait dans le milieu sous-marin, étant donné que bah, ils sont pas étanches très profonds, donc entre 0 et 20 mètres le plus profond, donc le WG8, en sachant que le TG7 de OM System c'est 15 mètres, donc c'est pas mal comme innovation le fait que ça descende 5 mètres plus profond, étant donné qu'en fait le niveau 1, donc le premier brevet de photo, le premier brevet de plongée sous-marine nous permet de descendre à 20 mètres, donc c'était la limite du TG7, c'était bah si on avait ne serait-ce que le niveau 1, on était limité par l'appareil photo, donc on était contraint d'acheter un nouveau caisson en fait. Bon, en tout cas, je trouve ça assez rigolo, cette coïncidence. Parmi les autres actualités, alors là, c'est tout chaud. Nikon Europe vient de publier, il y a quelques minutes, au moment où on enregistre cette émission, une petite vidéo teaser qui annonce l'arrivée imminente du Z6 III, prévu donc pour lundi prochain. Un appareil qui est très attendu, Benjamin. Donc c'est bien le Z6 III, on peut le dire. Z6 III, ça y est, c'est officiel. C'est officiel, c'est cool. Bah, c'est tout simplement
l'un des boîtiers les plus attendus de l'année, sans aucun doute, peut-être avec l'Alpha 7 V, dont on ne sait pas s'il viendra cette année ou pas. Le Canon R1 aussi, qui est très très attendu, mais là sur un autre segment plus pro. Donc le Z6 III débarque dans un secteur ultra concurrentiel, où il y a des R6 Mark II, on a du S5 II, de la 7 IV, et les specs qu'on voit circuler sur les divers sites de rumeurs sont très très prometteuses. On va attendre de l'avoir en main. On salive, ça risque d'être le boîtier de la maturité pour cette gamme chez Nikon, après un Z6 II déjà réussi, mais qui venait corriger plus des erreurs de la première génération de Z6. Donc là, on en attend beaucoup. On parle d'un petit Z8, rien que ça fait envie. Tu penses que ce sera un best-seller, là, ce Z6 III, Léo? On espère en tout cas. Et ce que je peux te dire, c'est qu'on espère que ce boîtier soit un mini Z8 avec tout autant de testostérone, en fait. Est-ce qu'il y en aura assez aussi? Est-ce qu'il y aura suffisamment de produits face à une demande potentiellement importante, tu vois? C'est un peu le nerf de la guerre en ce moment. On pense que ça risque d'être compliqué. Toutes les nouveautés sont très compliquées à avoir. Je pense qu'on va avoir la même chose pour les produits de la gamme GF, aussi de chez Fuji. On va peut-être un peu sur les Ricoh Pentax WG8, étant donné qu'ils arrivent en pleine période estivale. Mais oui, chaque nouveauté est très dure à avoir. Il suffit de regarder le 200-800 de chez Canon. Le pire, c'est quand même le X106 qui est très compliqué à avoir sur le marché aujourd'hui. C'est une arlésienne, ce truc-là. Ouais, t'as un an à attendre, Arthur? Non. Il y a le X105, non, qui n'est pas dispo non plus. Moi, je suis passé au Q3, moi, direct. Ça marche pas. Greg, t'en es où, toi, dans toute cette actualité produit? C'est quelque chose que tu suis à ton niveau? Le Z6 III, ça te parle, ou tu restes avec tes boîtiers, t'es bien comme ça et t'avances? Écoute, moi je suis bien avec mes boîtiers, mais j'utilise un Z6 II, donc je suis très curieux de savoir ce que va donner ce nouveau boîtier. Après, j'utilise aussi un Z8. Voilà, je fais de la photographie sous-marine, mais je fais aussi beaucoup de reportages et d'animaliers terrestres. J'avoue que pour moi, le Z8, c'est, je m'éclate avec, je me régale. Et voilà, après en sous-marin... Moi, je pense qu'il y a encore des évolutions à faire, c'est plutôt au niveau des optiques. Tu verrais quoi comme innovation à ce niveau-là? Un fisheye. Moi, je suis un adepte du fisheye. T'as les adaptateurs, t'as l'adaptateur FTZ, mais ça marche pas avec les caissons, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est que l'adaptateur FTZ ne permet pas d'utiliser, par exemple, le 16 mm fisheye de 8, ne permet pas d'utiliser, même si avec un facteur crop, ne permet pas d'utiliser le 10,5 mm, ne permet d'utiliser que le 8.15 qui est très compliqué et qui vaut quand même de mémoire 3 500 €, et qui est assez encore plus spécifique dans la gamme. 8.15, c'est chez Canon, c'est ça? Non, il y a aussi un 8.15 chez Nikon. Il y en a un chez Nikon aussi. Ouais. Mais c'est assez spécifique, c'est l'optique circulaire, quoi. Ouais. C'est vrai que Greg, connaissant son matériel, je sais qu'il est adepte du 10-17 Tokina, qui pareil ne fonctionne pas en autofocus de mémoire avec la bague FTZ. Ok. Alors parmi les autres actualités du moment, moi je voulais vous parler d'une application que vient de lancer Leica qui a l'air de s'intéresser très fortement à la photographie au smartphone. Alors ils viennent de racheter une boîte qui est un peu spécialisée dans le domaine et ils ont lancé Leica Lux qui a pour but d'expérimenter les looks emblématiques des optiques Leica avec un smartphone grâce au deep learning et à l'intelligence artificielle. On peut donc utiliser son iPhone et faire des photos en simulant le rendu d'un Sumilux 28 mm f1.4 ou encore d'un Noctilux 50 mm f1.2. Leica va plus loin et propose des styles d'images spécifiques à la marque et offre un contrôle manuel et tous les paramètres d'exposition directement depuis le smartphone. Alors il y a une version premium avec 11 looks et 5 objectifs qui est proposée sur abonnement au prix quand même de 8 € par mois. Et on a une version gratos qui permet d'essayer 2-3 petits looks d'objectifs et de faire quelques photos. Donc voilà, je voulais parler de ça. Voilà donc pour l'actualité cette semaine. On passe à la suite. Et Benjamin, je te donne la parole. C'est le moment de ta story hebdomadaire. Et tu nous parles de la saga des appareils Nikonos, appareils cultes pour les photographes plongeurs. La story vous est présentée cette semaine par Photo d'Enfer à Paris, la référence en photo sous-marine et terrestre du caisson à l'hybride.
L'histoire des Nikonos est intimement liée à celle d'une autre légende du monde du silence. En 1956, alors qu'il réalise déjà des films sous l'eau, le commandant Jacques-Yves Cousteau confie à l'ingénieur belge Jean de Wouters son désir de prendre des photos sous-marines. Ensemble, ils développent un prototype, le Calypso Photo, un boîtier 24-36 affublé d'une optique Sombertio 35 mm f3.5. Le tout est étanche jusqu'à 60 mètres selon les concepteurs, grâce à un astucieux système imaginé et breveté par de Wouters. En 1960, la société Las Pyrotechniques, fondée par Cousteau en 1946, commercialise le modèle. La capacité industrielle limitée de la société Atoms, basée à Nice, qui produit l'appareil, incite Jean de Wouters à se tourner vers Nikon. Séduite par la conception ingénieuse du Calypso Photo, la firme Nippon entre dans la danse. Thierry Ravasso, collectionneur, photographe publicitaire et cofondateur du musée La Maison de la Photographie à Saint-Bonnet-de-Mur, près de Lyon, grand connaisseur de la marque Nikon, revient sur la création du premier Nikonos en 1963. Nikon a donc relevé le défi, mais ils ont mis 3 ans parce qu'ils ont constaté que c'était quand même un appareil assez complexe et ils ont fait une copie du Calypso Photo à la sauce Nikon, mais ils ont fait vraiment une copie. Ils l'ont appelé Nikonos dans le monde entier et ils l'ont appelé Calypso Nikkor en Europe. Ça reste indécis, on ne sait pas trop pourquoi, on pense que c'est une question d'accord. Il fallait qu'il y ait le nom Calypso avec l'autorisation de Wouters, bien sûr, pour qu'ils aient le droit de le vendre en Europe. Et c'est donc le seul appareil étanche, sans caisson, qui descendait à 50 mètres garantie sous l'eau. Alors que la marque célèbre le 90e anniversaire des optiques Nikkor, Thierry Ravasso rappelle qu'il existait différents objectifs spécialement conçus pour le Nikonos. Au départ, il y avait uniquement un 35-3.5 qui s'est fait remplacer par un objectif Nikon, donc qui lui était un objectif qui ouvrait à 2.5. Ensuite, ils ont fait un 28 qui ouvrait à 3.5, ils ont fait un 20 mm qui ouvrait à 2.8, ils ont fait un 15 mm, tout ça avec des viseurs spécifiques. Et après, ils ont même fait un 80 mm. Ça, ce sont les optiques Nikon. Aujourd'hui, le terme Nikonos fait partie intégrante du champ lexical des passionnés de photos sous-marines, mais en réalité, il y a eu plusieurs modèles, dont un qui reste une pièce de collection rare et onéreuse. Bien entendu, le Nikonos 1, qui n'avait pas de nom génial, il s'appelait tout simplement Nikonos, s'est transformé en Nikonos 2, en Nikonos 3, en Nikonos 4, en Nikonos 5. Et il y a même eu une version totalement différente qui s'appelle le RS, qui utilisait une autre monture. Il descendait à 100 mètres sous l'eau, il était réflexe. Il y avait des zooms, il y avait un zoom 20-35, il y avait un 13 mm, il y avait un 28 mm, il y avait un micro Nikkor 50 mm, il y avait même un 18 mm qui est très très rare. Mais cet appareil a eu très peu de succès parce qu'il était énormément cher et il a été arrêté très vite. Vu son prix, il y avait très peu de gens qui l'achetaient. Tout le monde en rêvait, mais personne ne l'achetait. La saga s'est achevée avec le Nikonos 5, produit jusqu'en 2003. Le Nikon One AW1, sorti en 2013, reprenait le concept à l'ère hybride avec un capteur 1 pouce. Avant, qui sait, de revenir un jour en monture Z. Oh, ce Thierry Ravasso, c'est vraiment un acteur un peu incontournable. Dès qu'on s'intéresse à l'histoire de Nikon, un des plus grands spécialistes de la marque française, qui a d'ailleurs un musée consacré à Nikon, qui est rudement impressionnant du côté de Lyon. Oui, qui à la base est une maison de la photographie, mais en réalité qui est vraiment le musée Nikon de Saint-Bonnet-de-Mur, parce que quand on est nikoniste, qu'on s'intéresse un petit peu à l'histoire de la marque, c'est un pèlerinage incontournable. Et je conseillerais, pour avoir la chance d'y être allé fin 2023, accompagné de Thierry, de prendre rendez-vous, de se caler avec lui pour avoir une visite guidée. Il se fera un plaisir de vous expliquer en long en large l'histoire de tel ou tel boîtier, tel accessoire, tel mug ou tel courroie qui traîne dans ses vitrines. C'est absolument incroyable tout ce qu'il a. Il y a par exemple le dernier Nikon F6 de Stanley Green. Il y a un 35 Ti que Nikon avait offert à Peter Lindbergh, des petites choses comme ça. Il y a des Nikon NASA aussi. Bien sûr, oui. Il y a plein de modèles qui sont totalement éclatés, dont on peut voir tous les composants. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi. Donc moi, je vous recommande très chaudement la visite du musée. Bon. Léo, la probabilité qu'un jour Nikon sorte un hybride Z à la mode Nikonos, c'est-à-dire étanche sans caisson.
On peut aller jusqu'au 1 sur million. Ah ouais, tu crois? Il n'y a Je- aucune chance. Bah, ils l'ont fait sur les One. Et Ils l'ont fait sur les One, mais sans un franc succès, honnêtement. Ça serait plus sur une gamme compacte, mais malheureusement, le marché des compacts est Ouais. assez délaissé. Alors, il paraît que enfin- les Coolpix reviennent à la mode Mais pour d'autres raisons. sur le marché de l'occasion. Oui, oui, Étonnamment. Oui, Ils sont mais, pas si vieux. mais c'est drôle parce qu'on a toujours une demande. Je crois que le dernier en date, c'était le AW300 de chez Nikon, compact étanche, qui était, lui, étanche jusqu'à 30 mètres, donc qui permettait d'accompagner pas mal de monde sous l'eau. Est-ce qu'on arriverait au tel succès que les Nikonos, période que je n'ai pas connue, qui me donne quand même un frisson au passage, pour en voir tous les jours à la boutique, en avoir à la cave, du Nikonos RS très rare, on en a quand même pas mal. Il y a toujours de la demande autour de ce produit-là? Toujours, honnêtement, c'est toujours. fou, ça. Beaucoup sur les Nikonos 5, notamment sur la révision, nous on manque de pièces là-dessus. Mais c'est une pièce de collection, les gens n'utilisent plus ça. Ah si, on a un retour beaucoup à l'argentique dans le domaine terrestre, mais Ouais. on a le même phénomène sous l'eau. Ok. Mais c'est vrai qu'on voit notamment par rapport aux optiques, on a aussi un retour des optiques argentiques dans le domaine numérique, étant donné que, alors, pour contredire ce que disait justement le collectionneur en Nikon, la plus belle optique en sous-marin qui ait jamais existé, toutes confondues, peu importe les dômes utilisés, ça reste le 15 mm Nikonos. Jacques Ballard a sorti une étude là récemment avec un de ses... avec un des élèves de l'école Louis Lumière, si je ne me trompe pas, qui du coup prouve que dans l'aspect optique, le 15 mm reste la meilleure focale et la meilleure optique à utiliser sous l'eau. Et toi, Greg, qui est niçois, qui aime Cousteau, ça doit te parler, Nikonos forcément. T'en as eu un, t'en as utilisé, ou tu rêves d'en utiliser peut-être? Alors, j'en ai jamais utilisé. Moi, je me suis mis à la photo en fait au début des années 2000, donc juste après, j'ai commencé directement avec l'ère numérique. Je t'avoue que je suis très admiratif, je suis très envieux de cette époque, de ces photographes. Je trouve que c'était vraiment des photographes. C'était un autre métier, je pense, où ils avaient vraiment beaucoup de talent, parce que voilà, sous l'eau. Nous, avec nos appareils numériques, on a entre guillemets droit à l'erreur. Eux, ils avaient un certain nombre de poses et ils avaient tout dans la tête, les réglages, les distances. Voilà, donc je suis très admiratif et respectueux de cette ère. Et par contre, j'adorais essayer. Bah, photo d'enfer. Je vais essayer de t'en trouver un. On a un gars juste en face là. Ouais, ben écoute, je l'attends, hein, j'attends qu'il descende un peu dans le sud. Hein, J'essaierai de t'en prêter un et qu'on essaye tous les deux. Ouais, non, je pense que ça serait une très belle expérience. Sinon, il y a du Coolpix. Bon, ouais, C'est moins c'est sexy. moins fun. C'est Moins moins glamour, sexy, ouais. hein, clairement. C'est moins sexy, hein, j'avoue. Ok, merci Benjamin pour cette story cette semaine. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de notre émission autour de la photographie sous-marine. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Photo d'enfer, c'est le magasin des passionnés d'images terrestres et sous-marines à Paris. Depuis 1989, Photo d'enfer équipe et accompagne les plongeurs photographes en proposant l'une des plus importantes gammes en France de matériel subaquatique. Du caisson à l'hybride, rencontrez nos experts en magasin pour choisir votre futur équipement photographique pour des prises de vue sous-marines ou terrestres en toute tranquillité. Expertise, conseils techniques, SAV ou encore location de matériel pour les sociétés de production, Photo d'enfer est aux côtés des photographes et créateur d'images depuis plus de 35 ans en tant que revendeur agréé des plus grandes marques du marché. Nikon, Canon, Sony, Fujifilm, OM System, Ricoh, Sigma et Lumix. Plus d'infos sur photo-d'enfer.com. Nous sommes toujours dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Greg Lecoeur et Léo Lachaud de la boutique spécialisée Photo d'enfer pour notre émission consacrée à la découverte de la photographie sous-marine. Alors, bien entendu, sous l'eau comme sur Terre, il y a 1001 façons de faire de la photographie. On peut par exemple parler de photographie animalière, mais aussi parler de photos de sport, de portraits ou même de macro. C'est une discipline qui finalement est accessible à tous et que l'on peut pratiquer quasiment partout. Dans la mer, en rivière, dans un lac, en piscine ou même dans une salle de bain. Mais elle nécessite un minimum, voire un maximum dans certains cas de matériel spécifique et des connaissances techniques bien particulières. Alors Léo, peut-être première question.
Est-ce que tu peux nous dresser le profil des mordus de photographie sous-marine? C'est un profil qui est assez large, mais on va dire que la quasi-totalité de nos clients qui commencent en tout cas la photographie sous-marine sont de base des plongeurs qui souhaitent immortaliser en tout cas ce qu'ils ont pu voir sous l'eau, étant donné qu'il n'y a pas énormément de plongeurs dans le monde. Parfois, certaines personnes ne veulent pas plonger par crainte, par peur. Ça permet de ramener un souvenir. C'est beaucoup de photos de voyage, c'est... Comme l'expliquait Greg, c'est prendre des images du moment incroyable qu'il a pu vivre avec ses dauphins. Voilà, c'est vraiment immortaliser le moment. Ça veut dire, Greg, que toi, tu as tout le temps t'as tout le temps du matos sur toi pour parer à toute rencontre éventuelle, même la plus surprenante. Alors oui, surtout que bon, moi c'est mon métier, donc quand je pars en mer, je pars en mission, donc je suis toujours équipé. Après, même quand je vais pour le plaisir, je suis toujours équipé. Après, ça c'est aussi la passion qui prend le dessus. Mais c'est vrai que quand je plonge sur mon appareil, j'ai deux sensations. La première, c'est que la plongée est totalement différente. Forcément, je focus moins à faire des photos, donc je me sens beaucoup plus libre et j'observe beaucoup plus de choses. Et d'un autre côté, des fois, je suis assez frustré parce que tu vois des choses que tu n'as pas forcément l'habitude de voir et du coup, ils ne sont pas dans la boîte. Mais est-ce qu'il faut absolument être plongeur pour pratiquer la photo sous-marine? Parce que ça peut quand même effrayer beaucoup de monde, ça. Alors, pas forcément, hein. On a beaucoup de photographes qui se lancent en ce moment dans la photographie de personnes sous l'eau. On a en piscine, par exemple. Ouais. En piscine, avec un palme, masque, tuba, ça peut faire l'affaire. On le voit aujourd'hui, justement, avec le segment de marché qu'essaye de prendre Ricoh, Pentax avec ses nouveautés. C'est des personnes qui vont faire des photos à la surface, en vacances, même avec une bouée, s'il faut. C'est vraiment... on essaye de grainer le maximum de personnes dans la zone la plus facile, donc les 3 premiers mètres. Et oui, non, on n'est pas obligé d'être un plongeur, d'avoir un niveau 4 et d'être moniteur. Non, ça suffit pas. Enfin, c'est pas que ça suffit pas, pardon. C'est que on n'est pas obligé de avoir ces niveaux-là pour faire tout simplement de belles photos. Et Greg, donc toi, tu as la chance de vivre au bord de la mer, pour le coup. Donc j'imagine que la mer et les océans sont ton terrain de jeu préféré. Est-ce que ça a du sens d'imaginer se lancer dans la photographie, alors on va pas dire sous-marine, mais underwater d'une manière plus générale, sur des eaux type, je sais pas, des lacs, des fleuves, des rivières? Il y a des choses à faire ou non, vaut mieux aller directement avec les poissons marins? Écoute, pour moi, il n'y a pas vraiment de préférence. Après, c'est sûr que quand tu évolues au bord de la Méditerranée, c'est peut-être beaucoup plus facile d'aller évoluer dans l'eau. Hein. T'es pas obligé de... Enfin voilà, tu prends ton palme, ton masque et ton tuba et tu pars de la plage et tu peux aller déjà en snorkeling. Hein. Pas la peine de forcément faire de la plongée bouteille. Hein. Quand on parle de plongée, on fait souvent référence à la plongée bouteille. Mais dans les premiers mètres d'eau, t'as énormément de choses à voir et tu peux t'initier très facilement à la photo sous-marine, juste comme ça, en allant explorer en snorkeling le bord de mer. Ta caisse de snorkeling, c'est une bonne manière de s'initier. Faut faire gaffe au coup de soleil, hein. Faut mettre un t-shirt. Non Ouais. Mais on va dire que dans certaines zones, par exemple en rivière ou même dans certains lacs, en fait, dans ces premiers mètres-là, on a peut-être parfois une meilleure visibilité, des meilleurs jeux de lumière qu'en mer, même Méditerranée. C'est pour ça que c'est pas uniquement en mer ou en océan, on a de la plongée, on a des personnes qui plongent dans la Seine, on a des personnes qui vont plonger dans des gravières aussi. Attention, requin dans la Seine, hein. Enfin, je sais pas si vous avez vu le film. Exactement. Mais oui, non, on a vraiment... La photographie, c'est un peu comme la photographie sous-marine. C'est un petit peu comme la photographie terrestre. On va dire qu'il y a certes la partie photo animalière, mais on a aussi les scènes, pas de rue, mais des jeux de lumière, des nénuphars, des formes, parfois des formes rocheuses sous l'eau qui peuvent être très sympas. Ouais. Alors c'est sûr, en tout cas, c'est que la catégorie reine, c'est quand même
la photographie animalière sous-marine, voilà, qui n'a jamais été émerveillé ou effrayé par une magnifique photo de requin, ou qui n'a jamais rêvé de se retrouver à nager au plus proche d'une baleine à bosse. Alors, avoir la chance d'être au plus proche de ces grands mammifères marins procure des sensations et des émotions, j'imagine, incroyables. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe animalier Alexis Rosenfeld, qui nous raconte l'une de ses rencontres avec un animal sauvage marin. Je vous raconte une histoire incroyable. C'était avec un caméraman de National Geographic. On était dans le sud de la Polynésie et on descend. Il y avait une quarantaine de mètres de profondeur sur un grand banc de sable. Et c'était sublime parce que le sable reflétait la lumière et éclairait le ventre de la baleine. Le bébé faisait des allers-retours vers la surface pour respirer. Et quand il était avec nous en bas, il était sous la maman et il tétait. Et on cadrait cette scène qui était absolument magique. On était posés au fond à juste les observer. Et à un moment, le bébé vient à quitter la maman, il vient vers nous. Il se met face à la caméra. Il ouvre la bouche, il fait un énorme rot. Il y a plein de lait qui sort de cette grande bouche de baleineau. Il passe au-dessus de nous et disparaît sur une superbe sortie de champ. Greg, est-ce que tu peux nous raconter, toi, ta rencontre la plus marquante, ou l'une des rencontres les plus marquantes que tu as eues avec un animal marin? Alors, j'ai la chance d'avoir eu beaucoup de rencontres, donc c'est toujours difficile de parler d'une rencontre. Après, moi, je garde vraiment en mémoire cette rencontre qu'on a fait en Antarctique, quand on a fait l'expédition Antarctica, où on était sur un voilier explorer la péninsule antarctique, où on avait deux objectifs, le projet qui était un peu une quête personnelle à la rencontre de l'un des plus grands prédateurs qui vit dans l'endroit le plus hostile de la planète, qui est le léopard de mer, et une autre quête qui était plus d'aller toucher du doigt un petit peu les effets du réchauffement climatique. Et donc on espérait rencontrer donc ce prédateur qui, à cette période de l'année, était censé faire des actes de prédation sur les petits manchots. Les petits manchots viennent de naître, grandissent et sont prêts à repartir en mer. Donc ils sont assez maladroits. Quand ils se mettent à l'eau, c'est des proies assez faciles. Et moi, mon objectif, c'était justement de documenter ce comportement animalier. Et donc on a rencontré plusieurs difficultés pendant cette expédition. Le temps passait, on arrivait en fin d'expédition où les glaces commençaient un petit peu à se refermer et il fallait qu'on reparte. Et à quelques jours, je dirais, de partir, on n'avait toujours pas eu cette interaction, je dirais, avec ces léopards de mer. Et en explorant, fatalité, on n'a pas croisé, alors on l'a croisé après, mais on a fait une rencontre absolument génial, c'était pas provoqué, on l'attendait même pas. C'est une rencontre avec un banc il y avait 4-5 phoques crabiers. Je m'attendais pas du tout à les voir, et en fait ils sont venus à notre rencontre dans un paysage féerique. On était sous un iceberg, donc il y avait une ambiance de ce blanc immaculé mélangé au bleu. Ils ont commencé à venir vers nous. Alors ils étaient à la fois curieux mais farouches, donc ils nous ont offert vraiment un spectacle, une espèce de ballet incroyable. Et pour moi, c'est ce que je retiens surtout de ce métier qui est génial, de faire de la photographie animalière. C'est que tu as beau faire des plans sur la comète, d'avoir un objectif, d'aller à la rencontre avec des animaux. Et en général, ça se passe jamais comme tu l'as prédit, mais la nature t'offre souvent des moments incroyables. Alors, il faut savoir saisir l'opportunité. Et donc, pour la petite anecdote, les images réalisées pendant cette rencontre ont fait la couverture du livre Antarctica. Et moi, je garde un merveilleux souvenir de cette rencontre. Alors là, tu parles de léopards de mer, on les conseillera peut-être pas aux débutants, ces animaux pour commencer, parce que par exemple, j'ai un souvenir des anecdotes de Paul Nicklen, un grand photographe aussi de National Geo, qui a failli laisser sa peau à plusieurs reprises. Comment tu l'appréhendes, un léopard de mer ? Eh ben écoute, quand on est parti faire cette expédition, il y avait donc Guillaume Néry, l'apnéiste, et Florian Fischer, caméraman de Behind the Mask.
on s'était beaucoup renseigné, on entendait différents sons de cloche, je dirais, sur cet animal qui a été très peu documenté au final. Donc on y a été avec une certaine appréhension, mais on a eu la chance de se mettre à l'eau avec eux et on a eu des moments totalement pacifiques, même doux. Ils étaient, les spécimens qu'on a rencontrés se comportaient comme un phoque. Alors c'est sûr, c'est des phoques qui font plus de 5 mètres de longueur. C'est des grosses bêtes, ils sont assez impressionnants, mais au final, ils sont restés très pacifiques avec nous, ils étaient très curieux, ils sont restés jusqu'à même nous raccompagner à la fin de la plongée jusqu'au bateau. Voilà, alors c'est vrai que c'est des grands prédateurs. Quand on était là-bas, il fallait faire attention, par exemple, avec nos annexes, hein, il fallait vite les remonter à bord parce que si tu les laisses pendant la nuit, ils ont tendance à venir jouer avec et crever le boudin de l'annexe. Voilà, c'est vrai qu'ils sont très impressionnants, mais après, une fois dans l'eau, il y a la fascination, tu te ressens à l'aise. À aucun moment, ils ont montré des signes d'agressivité. Léo, parmi tes clients, c'est quoi leur licorne, l'espèce de marine que tout le monde souhaite photographier ou te demande du matériel pour réussir à la photographier? Je vais dire en macro l'hippocampe pygmée qui fait Évidemment. que quelques petits millimètres. Que qui tu vit trouves à quel endroit? en Polynésie, c'est ça, Greg, c'est en Polynésie? Plutôt en Indonésie. Donc c'est un hippocampe qui fait la taille de quelques, je dirais moins d'un centimètre, et que tu vas trouver dans des gorgones, et qui a un mimétisme, un camouflage incroyable. Donc, ils ont été découverts il n'y a pas longtemps, donc pendant des années, tu as des plongeurs, des guides de plongée qui sont passés devant ces gorgones. Ces gorgones ont été photographiées, et à l'intérieur, il y avait certainement des hippocampes pygmées, et je crois que c'est à partir des années 2000 que certains guides ont découvert cette espèce. Donc maintenant, dès qu'on va plonger, on scrute les gorgones et on arrive à les trouver. Mais voilà, c'est aussi, je trouve, intéressant pour les photographes de bien connaître l'environnement des espèces qu'ils veulent aller photographier. Ça les aidera à les trouver. Et je rajouterais juste pour les rencontres, c'est vrai que quand on croise le regard d'une baleine à bosse ou de son petit, c'est des moments absolument féeriques qui vous marquent à jamais. Hein, quand vous avez une baleine qui fait 18 mètres de long, qui pèse plus de 40 tonnes, elles ont l'air comme ça, pas très agiles, mais dans l'eau, elles se mouvoient avec beaucoup de grâce, avec beaucoup d'élégance. Et elles sont vraiment très précises. Moi, j'ai eu plein de rencontres comme ça où elles sont venues me frôler. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Ce sont tout petits et on garde des souvenirs à jamais. Greg, tu sais, on a reçu énormément de photographes animaliers dans cette émission. Alors, on a beaucoup parlé du travail d'affût, de patience, de discrétion qu'il faut avoir sur Terre. J'ai la sensation, quand on regarde tes photos, que tu arrives vraiment à t'approcher au plus près des animaux, des gros animaux sauvages marins. Est-ce que c'est plus facile, finalement, d'approcher ces animaux-là que des animaux terrestres? Alors, je ne sais pas si c'est plus facile de les approcher. Par contre, c'est peut-être plus facile de les trouver. J'adore la montagne, hein. J'ai autour de moi le parc du Mercantour, et quand je pars en randonnée, c'est vrai que des fois j'espère voir des animaux, et j'en vois pas forcément, ou j'en croise mais vraiment brièvement, alors qu'en mer, dès que tu mets un masque, dès que tu te jettes à l'eau, tu vas voir de la vie. Où que tu sois, il y a de la vie. Et j'en parle avec des confrères qui sont photographes animaliers. C'est vrai que eux, quand ils partent en montagne, ils sont pas à l'abri de rien trouver. Ils doivent passer des heures à l'affût, se cacher. Ils ont vraiment besoin d'avoir une grosse connaissance de la montagne pour trouver les animaux. À l'inverse, en mer, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu te mets à l'eau et tu vas croiser des poissons, des crustacés, sans vraiment chercher pendant des heures. C'est ta quête, toi, les gros mammifères marins, ou pas forcément? T'es plus sur l'hippocampe? Moi, je préfère les grosses bêtes, mais c'est vrai qu'il y a une telle diversité dans les petits animaux.
On prend l'exemple des nudibranches. Les nudibranches, c'est une sorte de petits vers, de petites limaces de mer. Il y a une diversité énorme de nudibranches de différentes tailles, de différentes couleurs, de différentes formes. Moi, en tout cas, mes clients, ils collectionnent les photos de nudibranches comme si ils collectionnaient les cartes à jouer. Pokémon. Et comme les Pokémon. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et il existe plein de formes, plein de couleurs différentes. Ensuite, c'est sûr qu'à titre perso, je préfère les grosses bêtes. C'est plus intéressant, c'est des moments beaucoup plus forts. On va dire que si on plonge 20 minutes sur une limace, c'est sûr que ça va être parfois moins glamour. En tout cas, moi, je le ressens comme ça, beaucoup moins glamour et beaucoup moins, on va dire, puissant que la rencontre avec, je sais pas, moi, là récemment, c'était un requin-baleine qui était bébé, mais un beau bébé de quand même 4-5 mètres. En bouteille ou En bouteille, ouais. Et, mais vers la surface. Donc, en termes de luminosité, j'ai des photos incroyables parce que on a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de visibilité. Et vu que c'était un bébé, il se collait à nous. Il est venu me cogner, en tout cas, moi. Donc, c'est sûr que c'est assez impressionnant. On pense le pousser lui, mais on se pousse plus nous de lui, en fait. Parce que, en fait, même si on essaye de prendre nos distances, quand certains jeunes spécimens décident de jouer, parfois, si on n'a pas l'habitude, oui, ils peuvent... Oui, tu perds contre une baleine. Même de 4 mètres. Hein. Mais surtout qu'il y a des dérives dans le tourisme par rapport au requin-baleine notamment, où on avait un photographe qu'on a reçu récemment, Hugo Webb, qui nous expliquait qu'il y a même des touristes qui vont sauter sur des requins-baleines. Enfin, il y a des comportements qu'on voit assez dingues. Donc, ce que tu dis, ça fait à la fois rêver et à la fois on se dit il faut toujours laisser la place aux animaux. Bien sûr. Mais moi, ça me faisait un peu peur parce que justement, on a toujours cette part de j'ai pas envie de me faire fâcher, j'ai pas envie de. Et puis même de blesser ou même de gêner l'animal dans son milieu. Mais là, c'est vrai que c'est comme certains requins qui viennent nous manger la palme. Ou j'ai récemment un client qui s'est fait mordre les fesses par un phoque. Enfin, c'est. Ouais, de temps en temps, on peut pas forcément contrôler et trop pousser l'animal, mais c'est vrai que ça donne des moments très puissants en tout cas. Alors Greg, j'ai une autre question à te poser. Quand on regarde tes images, sur certaines d'entre elles, on voit vraiment une couleur bleue absolument magnifique de l'eau, une clarté complètement incroyable. On a l'impression que les photos ont été prises dans de la cristalline. Comment tu arrives finalement? Est-ce qu'il y a des endroits sur Terre où on a une eau avec une pureté comme ça, ou c'est un énorme travail de post-production qui est appliqué aux images? Non, écoute, je pense que c'est un petit peu ce bleu-là, c'est un petit peu mon style photographique. Et je pense que je le dois beaucoup aussi pour cette clarté à l'effet fisheye. Je pense qu'un des gros atouts en photo sous-marine, c'est de se rapprocher vraiment au plus près de l'animal, parce que sous l'eau, on va avoir la turbidité de l'eau, ce qui fait un gros handicap, je dirais, comparé à la photographie terrestre. Donc le fait d'être au plus près des animaux, le fisheye, c'est une mise au point très proche, c'est un ultra grand angle. Du coup, on arrive à pallier à cette turbidité de l'eau et pouvoir offrir ces clichés très très clairs, très bleutés. Voilà, je le vois, même moi, des fois ça me surprend parce qu'on plonge des fois dans des eaux un peu turbides où la visibilité n'est pas très bonne, il y a de la particule. Et c'est vrai que quand on regarde les images brutes, on a vraiment l'impression que l'eau était beaucoup plus claire que celle qu'on a vue avec notre masque. Mais justement, comme Greg l'explique, dans l'eau, on a énormément de particules en suspension. Donc, dans les piscines municipales, ça peut être le pansement qui passe, mais dans l'eau de mer, dans l'eau de mer, rêver, là. dans l'eau de mer, ça peut être les œufs de poisson, ça peut être le plancton, le phytoplancton. C'est vrai qu'on a parfois une eau, ce qu'on appelle, nous, très chargée. Ça s'apparente à du brouillard, en fait. Donc, c'est comme si, pour faire la meilleure photo possible, il faut toujours être au plus proche du sujet, tout en respectant l'animal, bien sûr. Mais c'est pour ça que, d'un aspect technique, on est obligé d'utiliser des grands angles, voire des super grands angles, des fisheye, domaine où je tiens à féliciter Greg, je pense que ses plus belles images sont au fisheye, et je pense qu'il le sait. J'ai des images de tortues en tête à chaque fois qu'il dit le mot fisheye, qui sont vraiment incroyables. Et pourtant, il demande un fisheye en monture Z. Moi aussi, je le demande. Hein. Mais c'est vrai qu'on a en fait une contrainte où l'effet fisheye permet... si je suis avec mon 50 mm collé à même une épave, pas forcément un animal, une épave qui fait 30 mètres de long,
Bah oui, en fait, je vais pas dans mon champ de vue, dans mon champ de vision, en tout cas de l'appareil photo, je vais pas réussir à englober l'image totale. Donc on utilise des fisheyes qu'on peut parfois redresser entre guillemets en post-production, mais voilà, c'est pour ça que c'est important. Dans l'eau, nous c'est le fisheye et la macro, toujours au plus proche du sujet en fait. Alors, on vient de parler de photos, mais il y a aussi la vidéo et même le cinéma qui peut se faire sous l'eau. On vous propose d'écouter le témoignage du directeur de la photographie Jacques Ballard, qui est spécialisé entre autres dans les productions sous-marines. Il a signé par exemple le film Bakélite de Julie Gauthier l'année dernière, qu'il a tourné avec le Nikon Z8, ou encore les séquences sous-marines du film Le Chant du Loup. Il nous parle des contraintes de tournage sous l'eau. On l'écoute. Alors déjà, faire un film terrestre au sec, c'est galère. Mais faire un film sous-marin, tu rajoutes des galères. Il faut que tu prépares très bien tous les plans à faire parce qu'il y a moins de marge d'improvisation, si tu veux. Tu vois. Donc il faut savoir exactement ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on va amener la caméra, à quelle profondeur, qu'est-ce qu'il y a à tourner, etc., pour pouvoir adapter l'outil au désir créatif, tu vois, du film. De toute façon, chaque film, que ce soit au sec ou sous-marin, doit être préparé avant, réfléchi, discuté avec la mise en scène, avec la production, avec les stunts, etc., pour savoir quels accessoires et quel type de caméra on va utiliser. Est-ce que ce sont des zooms, est-ce que ce sont des focales fixes, est-ce qu'on va faire du ralenti ou pas, etc. Et chaque petit détail va peut-être influencer effectivement la façon de contrôler la caméra. Est-ce qu'on est dans un environnement dangereux? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui va se passer qu'une seule fois, comme une explosion ou comme une cascade qui est dangereuse ou comme filmer un animal, etc. Et là, dans ce cas-là, on va peut-être proposer d'avoir plusieurs caméras. Est-ce qu'il va falloir les gérer en même temps, etc. Donc, il existe plein de solutions comme des déports de commandes où on va pouvoir commander toute la caméra depuis la surface, que ce soit avec des câbles. Alors, c'est de toute façon sous l'eau, il va falloir qu'on câble. Le Wi-Fi, ça marche pas sous l'eau, le Bluetooth non plus. Donc, on a des câbles de déport de commande. En général, c'est des câbles réseau, tu vois, du RJ45, et puis d'autres types de câbles qui nous permettent de gérer le zoom et le focus depuis la surface. Et surtout qu'en surface, on arrive à communiquer plus facilement. Il y a une énorme différence entre tourner le court-métrage Bakélite en 2024 et tourner un gros film de cinéma, Le Chant du Loup, avec des promesses qui sont différentes, si tu veux, où là, je l'ai tourné en raid, avec un caisson beaucoup plus gros. Et la production, au départ, était venue me voir en me disant: «On veut tout tourner en studio». Je leur ai répondu: «Moi, je veux pas tout tourner en studio, je veux tout tourner en mer. Peut-être qu'on gardera une journée en studio pour les cascades, mais c'est un film où la mer, l'eau, est un élément qui est comme un acteur, c'est un personnage, qui doit vivre, qui doit avoir ses aspérités, qui doit avoir, voilà, on doit sentir ce que la nature peut nous offrir, de ce qu'il y a de magnifique et de terrifiant en même temps. Et donc on a monté une équipe un peu spécifique pour faire ça, et on a construit un demi-nez de sous-marins nucléaires avec des structures en métal et puis des points de tracking dont les effets spéciaux ont besoin pour pouvoir ensuite remodéliser en 3D le sous-marin. Et là, on travaille avec des vraies forces spéciales qui venaient à 6 mètres de profondeur très précisément, parce qu'ils ne peuvent pas dépasser les 6 mètres, ils sont à l'oxygène pur, venir s'engouffrer dans les lance-torpilles qu'on avait fabriqués avec des énormes tubes PVC. Donc voilà, on a fait ce mélange entre du réel et de la 3D, ça s'est extrêmement bien passé. Mais tu joues avec les éléments, tu joues avec le courant, tu joues avec la météo, tu joues avec tout ça, donc ça n'a pas été simple tous les jours. Mais on a réussi, et c'était un joli challenge. Voilà, j'étais pas sûr à 1000% à ce moment-là que ça allait réussir, mais on a fait en sorte que. Alors, il y a une histoire assez dingue autour du projet Bakélite, hein, dont il parle. Alors, je vous ai dit, il a été tourné en Nikon Z8, et ce, juste après le lancement du boîtier l'année dernière, alors qu'il n'y avait pas encore de caisson. Eh bien, Nauticam a développé en
caisson express, un caisson sur mesure pour ce projet-là. T'avais un peu suivi l'affaire, Léo, là, du caisson du Z8? J'ai beaucoup suivi l'affaire de ce caisson-là, qui a toute une histoire, qui a parcouru le monde plus vite que possible pour arriver à temps. C'était même en termes de conception, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand un appareil photo sort, il peut y avoir parfois, je dirais au maximum, la moyenne, c'est un délai de 3 mois entre le moment où on a la sortie de l'appareil et la sortie du caisson. Ça va quand même. Enfin, l'arrivée des premiers caissons, Ouais. ça va, sauf que quand on a un tournage qui nous dit « Bon, bah Léo, le Z8 vient de sortir, semaine prochaine, on le met dans l'eau ». Là, il y a un petit peu plus de complexité parce que le caisson, on l'a pas. Nauticam nous dit oui, on a donc parfois les fabricants envoient ce qu'on appelle les blueprints, donc toute la carcasse en modèle 3D en plan, de façon à ce qu'on puisse fabriquer le caisson et le préparer. Sauf qu'on est obligé d'avoir un appareil pour pouvoir bien tout essayer, être sûr que quelques boutons puissent être bien, on va dire bien à sa place. Pour se donner une idée, il y a une marque de caisson, je vais taire le nom, mais qui avait reçu comme ça les blueprints du 5D Mark III à l'époque. Mais les blueprints, c'est sans le gainage, sans les œilletons, sans certains caoutchoucs et ainsi de suite qui peuvent être rajoutés ensuite. Ouais, donc ils étaient à côté de la blague. Et ben en fait, le caisson se fermait pas, quoi. Ouais. Et du coup, toute leur série de 100 pièces de caisson, ils ont dû tout jeter pour en refaire des nouveaux parce que le caisson n'était plus du tout le même. On est vraiment à 1 mm près dans certains caissons. Donc, on a parfois des décalages entre des caissons fabriqués pour des appareils photo compacts qui ont plusieurs lignes de série. On va dire on a des ajustages à faire entre des caissons pour des appareils photo fabriqués dans l'usine A en Chine et l'usine B en Taïwan. Parfois, Carrément. parfois, il y a 1 mm d'écart et nous, à l'atelier, on a un atelier sur place à la boutique pour réajuster tout ça, en fait. Donc, parfois, on est obligé de travailler là-dessus. Mais oui, par rapport à ce caisson Z8, du coup, Nauticam avait tous les blueprints. Le caisson était prêt depuis quand même pas mal de temps, on s'entend, mais n'avait pas l'appareil. Donc, Nikon a dû nous donner à Photo d'Enfer un appareil photo Z8 très frustrant, étant donné qu'on en devait pas mal à nos clients et que même moi, j'aurais apprécié l'avoir à ce moment-là. L'envoyer en Chine pour qu'ils puissent faire leurs tests, leur ajustage, pour refaire partir le caisson en express, sans vraiment l'avoir testé en mer bien à fond. Il y a un protocole justement de test pour qu'il soit valide. Bien sûr, quand on voit le prix du matériel qu'on met à l'intérieur, et même en fait, avant chaque sortie en mer, étant donné qu'un cheveu peut se mettre sur le joint, enfin l'étanchéité se fait par des joints comme en plomberie. Si un cheveu se met dessus, un poil des poils, une poussière, ça peut laisser passer l'eau. Du coup, on est obligé de faire ce qu'on appelle un test à vide. Donc, on va dépressuriser le caisson. En fait, on va retirer l'air à l'intérieur. Et on a un capteur de pression qui va nous dire vert si on peut sauter à l'eau, rouge si on ne peut pas sauter à l'eau. Comme ça permet d'éviter de noyer un Z8 à chaque sortie, quoi. Comment tu gères, toi, ce stress du caisson sur le terrain? C'est devenu une routine pour toi, Greg, au fil des années, ou ça reste quand même un stress et tu es particulièrement vigilant au moment de mettre le boîtier à l'intérieur? Écoute, c'est devenu un peu une routine. Je suis particulièrement vigilant quand je prépare mon appareil. Après, comme l'a dit Léo, moi j'utilise les caissons Nautica, mais bon, c'est pareil maintenant pour tous les caissons. T'as ce système qui permet de dépressuriser le caisson et tu as cette petite lumière verte qui te tranquillise en fait. Tu sais que de pression, il n'y a pas d'entrée d'air, il y a pas de souci. Je me souviens qu'à l'époque, quand ça n'existait pas, je passais mon temps dès que je me mettais à l'eau à regarder s'il n'y avait pas des bulles d'air qui sortaient du caisson, regarder à travers le dôme s'il n'y avait pas une entrée d'eau. Je me souviens j'ai eu une fois une entrée d'eau avec mes anciens caissons. Mais c'était toujours à chaque fois que tu te mets à l'eau, parce qu'en général, quand tu noies un caisson, c'est 98% du temps, c'est une erreur de préparation, une erreur d'attention. Voilà, c'est parce que tu as mal mis quelque chose ou un joint c'est plié ou je ne sais quoi. Et c'est vrai que depuis qu'ils ont mis en place ce système, je pense surtout quand je vais faire des expéditions et quand je vais documenter, par exemple, le Sardine Run, où tu es sur des Zodiacs, tu fonces, il faut aller au plus vite pour se mettre à l'eau et pouvoir documenter des scènes d'action, de prédation. Donc tu es en pleine mer, il y a des grosses vagues, il y a du vent, tu t'équipes le plus vite possible, donc tu n'as pas trop le temps de tergiverser. Et c'est vrai que depuis, ça a changé, peut-être pas ma vie, mais ça a changé la donne, où à la limite, tu n'y penses même plus. Et en plus d'avoir ce petit voyant vert,
Tu as aussi un capteur sonore, donc voilà, tu as double sécurité si quand tu te mets à l'eau, ton caisson prend l'eau. Alors, on parle de Nauticam depuis tout à l'heure, mais bon, il n'y a pas que cette marque-là. Non. Alors, c'est des noms qui sont, pour moi en tout cas, inconnus au bataillon. Aoi, Ikelite, Marelux, Aquatica. Donc, tout ça, c'est des marques qui proposent des caissons. Alors, je suis allé un peu sur les sites internet pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est très compliqué. Donc, il y a la base, le caisson pour le boîtier. Et puis après, il faut adjoindre tout un tas d'accessoires. Les premiers étant évidemment pour l'optique. Et puis, il y a 12 milliards d'options possibles et imaginables. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les éléments de base, on va dire, d'un setup caisson? Ok, alors on va se dire qu'on a l'appareil photo nu, donc notre caisson nu, Ouais. dans lequel on va mettre l'appareil photo sans objectif. En fonction de l'objectif que l'on va mettre dedans, on est contraint par des dimensions, des champs de vision. Donc on a par exemple, si on extrapole, si je mets un 400 mm de 8 contre un petit 50 mm, c'est sûr que ce ne sera pas la même longueur de tube. Mhm. C'est un peu cet esprit-là. C'est qu'on va, en fonction de l'objectif que l'on va choisir, on va mettre des bagues d'extension, donc des rallonges en fait, entre le caisson et le dôme. Et au bout de ce tube, on va mettre soit un dôme bombé pour faire généralement du grand angle, soit une vitre plane donc pour faire de la macro-photographie. Et il y a aussi tout un tas d'accessoires, genre des viseurs déportés, parce qu'évidemment, on ne peut pas venir coller son caisson sur son masque de plongée. Si on regarde le making-of de Jacques sur le projet Bakelite, on voit même qu'il a mis un écran externe dans un caisson connecté à son boîtier. Il y a des systèmes d'éclairage extrêmement complexes. Enfin, c'est vraiment un univers qui est un peu pour les geeks, clairement, Ah oui. et sans limite, quoi. J'adore. C'est, on va dire, la partie de mon travail que j'adore. C'est chaque client est différent en fait. Même en fonction du besoin de chacun, on va avoir des configurations différentes. Donc, par exemple, pour les professionnels qui sont très exigeants sur leurs images, on va avoir des dômes beaucoup plus larges qui vont permettre d'avoir moins de flou dans les bords. Donc, parce que vu qu'on rajoute une optique à l'avant d'une autre, on a forcément parfois des problèmes d'aberration chromatique. Ouais. Donc, on rentre là dans le terme un peu compliqué, mais on a parfois certains problèmes optiques liés donc, à la largeur du dôme. Donc, c'est sûr que ensuite, il faut pouvoir se trimballer un dôme qui pèse 2 kg à lui tout seul. Donc, et puis même aussi le payer, parce que ça se trouve, ce dôme-là va peut-être va coûter 2000 €. Est-ce que c'est fragile? Parce qu'il y a pas mal de casses. Enfin, on voyait Balesta notamment publier pas mal de photos d'épisodes qu'il a pu avoir. C'est fragile ces trucs-là ou Alors, c'est fragile, ça dépend si on est violent aussi. Mais on a une niche de clients qui sont un peu nos ultras, nos violents, qui vont casser des caissons. Franchement, pour casser un caisson, il faut vraiment y aller. Ensuite, ça dépend bien sûr des matériaux utilisés. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de marques de caissons différents en fonction de la fabrication. On va avoir des caissons en plastique avec Ikelite, des caissons en alu, par exemple, avec Nauticam ou Aquatica. Donc, oui, c'est sûr qu'en fonction du nombre de plongées, par exemple, Greg qui plonge très régulièrement et parfois dans des conditions pas très simples, on va lui conseiller d'avoir un caisson Nauticam robuste, en alu, où je suis sûr que, en tout cas, le champ d'erreur est beaucoup plus réduit, quoi. Oui, non, je voulais rajouter que c'est vrai qu'il y a plusieurs types de gammes de caissons. Il y en a un petit peu pour tous les prix. Alors, c'est vrai que ça chiffre vite. Après, comme disait Léo, en fait, pour moi, je pense que la complexité pour la photographie sous-marine, quand tu utilises notamment un réflexe et que tu dois adapter tes dômes et tes bagues en fonction de ton objectif, c'est que tu dois faire un choix déjà avant d'aller plonger. Ça veut dire que quand tu vas sur un site de plongée, il faut que tu te poses la question, est-ce que je vais mettre un objectif macro ou est-ce que je vais mettre un objectif grand angle? Parce que c'est pas comme en terrestre où tu peux te trimballer ton sac à dos avec tous tes objectifs et adapter ton objectif en fonction du sujet que tu veux photographier. Ou avec Donc deux boîtiers. Sur Terre, tu peux te dire, tiens, je vais prendre 2 boîtiers, comme ça j'ai 2 optiques. Alors, moi, je suis le mauvais exemple puisque je plonge avec 2 boîtiers sous-marins. J'ai toujours avec moi un boîtier équipé d'un grand angle et un boîtier équipé d'un macro. Mais dans la généralité, en général, tu fais un choix entre faire de la photo grand angle et de la photo macro. Alors,
il y a des fois où c'est hyper frustrant, hein, parce que tu peux aller faire de la macro et dans ton dos, tu peux avoir un requin-baleine qui passe. Avec ta macro, tu vas pas pouvoir faire grand-chose, hein, à part photographier peut-être ses poings ou son œil. Mais voilà, je pense que ça mérite d'être dit que voilà, la complexité, c'est de faire le bon choix en fonction des sites où tu vas aller plonger. Et après, je sais pas, moi je vous invite à un jour ouvrir un caisson. Alors, moi je connais bien les caissons Nauticam, mais c'est vraiment de l'horlogerie digne des montres de bijouterie, parce que c'est toutes les touches, les commandes, tout ça, c'est au millimètre, c'est hyper bien fait. Enfin voilà, voilà, moi j'adore regarder l'intérieur des caissons, toutes les commandes pour avoir accès à toutes les options que peut offrir un boîtier. Je trouve que c'est un sacré travail. Mais ça veut dire que ça s'entretient régulièrement, qu'il y a des révisions, que par exemple on peut aller à Photo d'Enfer et t'amener un caisson qu'on a acheté il y a 2 ans, on n'a pas plongé depuis un moment, on se dit tiens... C'est ça, une révision de caisson, ça se fait à peu près tous les 2 ans, ou toutes les 200 plongées. Ensuite, Greg, s'il prend bien soin de son matériel, il va pas me ramener son caisson toutes les 2 semaines. Mais si, c'est sûr que parfois j'ai des clients qui vont tous les jours plonger et faire 2 à 3 plongées par jour. Donc ceux-là, on les invite à bien entretenir leur matériel, c'est très technique. Des réparateurs aujourd'hui en France, on est la seule entité à pouvoir démonter et remonter un caisson, mais à savoir le faire, à bien le faire et à être entre guillemets homologué par les marques. C'est-à-dire que nous, notre réparateur, on l'envoie en Chine, aux États-Unis, au Canada pour prendre des cours par les marques pour être sûr que le travail soit bien fait en fait. En tout cas, il faut se dire que c'est qu'un caisson, c'est sur mesure pour un boîtier spécifique, qu'il va donc falloir envisager les accessoires en fonction de l'optique qu'on veut utiliser. Et on l'a commencé à l'évoquer, mais on va quand même mettre des prix là-dessus. C'est cher, ça peut même être très cher, voire beaucoup plus cher que le boîtier en lui-même. J'ai regardé sur le site de Photo d'Enfer pour le Z8. Et là je ne parle que du caisson de base pour l'appareil. Le modèle le plus cher, Nauticam, qui descend à 100 mètres, 4 720 €. Et le modèle, entre guillemets, entrée de gamme, Ikelite 60 mètres, 2090 €. Faut bien réfléchir quand même à ce qu'on achète comme config quand on se lance là-dedans, parce que c'est des gros montants. C'est ça. En fait, pourquoi c'est des gros montants? C'est que c'est le principe d'échelle. Donc, plus on va produire de produits, plus on va pouvoir baisser les coûts. Ce qu'il y a, c'est qu'on reste dans une niche. Donc, on ne va pas produire des milliards de caissons. Et on fait du sur-mesure. Pourquoi? Parce que l'appareil photo, si le bouton est déplacé 5 mm plus bas, oui, on ne pourra plus allumer l'appareil, en fait. Donc, on est obligé à chaque fois d'avoir un nouveau caisson pour un nouvel appareil photo. On a la chance depuis quelques années d'avoir certaines marques qui uniformisent leur coque d'appareil photo. Je prends l'exemple de la gamme Sony ou même du Z6 II ou Z7 II, c'est le même corps. Ouais. Ça, c'est une aubaine pour nous, ne serait-ce que... Quid du Z6 III. Z6 III, t'es reparti pour une série de caissons, là. Parce que Greg qui a un Z6 II, peut-être le caisson dédié. Si le Z6 III, c'est un petit Z8... Si c'est un petit Z8, on peut en tout cas peut-être espérer que ça soit... On espère, nous, en tout cas en interne, que ça soit la même morphologie ou en tout cas le plus proche possible du Z8. Donc, peu de chance, hein. On va voir, mais c'est pour ça qu'on espère, en tout cas, si c'est plus petit et que c'est adaptable, on peut nous faire des modifications sur certains caissons. Mais c'est vrai que quand on a par exemple une marque comme Sony qui arrive et qui nous dise ok, l'Alpha 7S III il a le même corps que l'Alpha 7 que l'Alpha One, c'est génial pour nous. Oui, mais le même corps, c'est une chose, mais des fois, tu peux avoir des subtilités, genre un joystick qui disparaît ou qui est déplacé, ou etc. Et là, c'est un cauchemar ou c'est juste un ajustement? Si c'est un joystick qui disparaît ou si c'est une fonctionnalité qu'il y a ou qu'il n'y a pas, c'est pas grave. On préfère mettre trop de boutons qui tombent à la limite sur rien. Ouais. Par exemple, sur l'Alpha 7S III et l'Alpha One. L'Alpha One, en haut à gauche, il a une molette pour changer rafale ou non, le type de rafale, ce que n'a pas l'Alpha 7S III. Mais ça reste le même corps. Mais du coup, on met cette molette-là, elle tombe sur rien sur l'Alpha 7S III, et au pire, si on a un Alpha One, ça tombe dessus. Par contre, si le bouton... Généralement, c'est le petit bouton vidéo qui est déplacé de 5 mm vers le bas ou vers la gauche ou vers la droite. Oui, là, on est obligé de racheter un nouveau caisson. Et il n'y a pas d'adaptation possible. Bon. Alors, on a évoqué la pratique de la photo animalière underwater, mais cet environnement est aussi propice à d'autres activités
tout aussi impressionnantes. On écoute le témoignage de Ben Thouar, photographe spécialisé dans la photo de surf et de vagues, ambassadeur Canon et Aquatech. Il nous parle des contraintes extrêmes qu'il doit affronter. Et oui, effectivement, je me suis beaucoup concentré ces 5-10 dernières années sur la photographie sous-marine dans les vagues et avec les surfeurs. C'est une prise de vue qui se passe complètement à la nage en apnée pour moi. En fait, tu peux pas nager avec des bouteilles dans les vagues. Il y a trop de remous, trop de turbulences, premièrement, parce que je suis vraiment sous la zone d'impact. Je suis vraiment au cœur de l'explosion de la vague. Et puis, en plus de ça, j'ai besoin de remonter en surface pour voir les sets arriver, voir si le courant bouge, voir les surfeurs qui se déplacent, où est-ce qu'ils se placent. Si j'étais sous l'eau en permanence, en fait, j'aurais pas cette vision sur le line-up, sur les surfeurs qui attendent les vagues. Et donc, j'ai pas d'éléments déclencheurs, d'indicateurs de la vague qui arrive et tout ça. Donc, en fait, j'ai besoin de faire des allers-retours entre la surface. Je suis en surface en permanence et je pars sous l'eau au moment où la vague arrive, en fait. Et donc, voilà, seulement avec l'appareil Canon dans un caisson Aquatech avec une paire de palmes et puis voilà. Et puis, j'essaie de me placer là où j'ai envie d'être selon les images que j'ai envie de faire. Et est-ce que j'arrive à anticiper? Alors, j'ai souvent des images un peu en tête parce que c'est des choses que j'ai pu voir avec mes yeux, mais que j'ai pas réussi à immortaliser sur le moment, ou des moments qui m'ont surpris et que j'ai trouvé fascinants, mais que j'ai pas capturé. Donc, j'ai souvent des petites choses comme ça en tête, mais il me faut parfois des semaines, des mois, voire des années avant que l'opportunité se représente de pouvoir shooter ça. Et puis après, le but, c'est de rester évidemment ouvert à tout ce qui arrive à toi. Donc, j'ai quelques idées en tête et après, j'essaie de rester neutre et puis d'être attentif en permanence à ce qui arrive. Alors, on a la chance d'avoir Teahupo'o qui est une vague vraiment parfaite. Et à force de la shooter et puis de passer du temps là-bas dans l'eau, tu commences à être un peu plus en confiance, à avoir vraiment tes repères, savoir où la vague va casser, là où tu peux être, là où tu ne peux pas être. Et puis après, selon l'objectif aussi que j'utilise, si c'est un ultra grand angle ou juste un grand angle, je vais être plus ou moins proche. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être au cœur de l'action, de pouvoir shooter le vortex, le surfeur qui passe à travers le tube, ou voir le surfeur qui tombe. Et là, si par chance, l'action se passe devant moi, quand je suis sous l'eau, on peut avoir effectivement des moments qui traduisent toute cette énergie, toute cette force de l'athlète pour surfer une vague comme Teahupo'o, quoi. Bon, c'est clair qu'on n'a pas du tout la même vie entre Ben et moi, et je pense entre Ben et nous. Et il me disait d'ailleurs qu'il allait travailler sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont se dérouler sur sa vague, et qu'il était le seul photographe autorisé à être dans l'eau pendant la durée des épreuves et que ça demandait des logistiques techniques, physiques et mentales absolument délirantes. Oui, on a par exemple aussi, nous, on va équiper les personnes qui vont faire les photos en piscine pendant les JO. C'est des normes, des critères, ils sont pas à la place pour être beaucoup. On a, c'est un niveau, surtout que là, on sait pas encore si ça va être en piscine ou dans la Seine. Donc, les contraintes. Il y a des requins dans la Seine. C'est pour ça, mais au moins qu'ils aient une bouteille, quoi. Depuis très longtemps, il y a une incertitude sur Teahupo'o aussi. Donc, il faut vivre avec cette incertitude-là. Mais Ben Thouar, ça fait des années qu'il vit là-bas. Il fait un travail exceptionnel. Regardez ses livres, notamment Surface. Mais c'est presque un autre domaine, donc c'est passionnant. On parle de photo animalière, on parle de macro. Là, on est presque dans l'abstrait, de la photo de vague, mi-armio, tout ça. Enfin, c'est magnifique. Toi, Greg, tu fais un petit peu ce genre de boulot aussi un peu plus abstrait? Oui, alors ça m'arrive, c'est pas ma spécialité, mais on peut faire, on peut vraiment développer la créativité, notamment avec les coraux par exemple, qui ont des formes assez remarquables et des couleurs. Donc tu peux vraiment, voilà, c'est pas mon fond de commerce, je dirais aujourd'hui. Mais ça m'arrive de le faire et
avec la nature. De toute manière, il y a plein de choses en sous-marin où tu peux vraiment exprimer tes envies, exprimer ton talent et ta créativité, notamment en termes d'abstrait. Pour la petite anecdote, je me suis frotté à Tiopo il y a de nombreuses années. Je connais bien Ben, mais je le connaissais pas à l'époque. Et dans le cadre d'un reportage où j'ai passé pas mal de temps en Polynésie, j'ai créé des liens d'amitié à Tahiti, et notamment des surfeurs qui voulaient absolument m'amener faire des photos d'eux en train de surfer. Et voilà, je tiens à dire que c'est vraiment un sport, hein, c'est vraiment une activité, la photographie dans les vagues, il faut y aller, quoi. C'est moi, mon tibia, il s'en souvient. C'est la question justement que je voulais te poser, parce que Ben, je sais que c'est un athlète, hein, on peut le dire, mais pour quelqu'un qui voudrait s'y essayer, vu d'ici, ça fait un peu peur, parce que bon, faut y aller, quoi. Oui, alors après, c'est comme dans tous les domaines, hein. Quand tu vas faire de la plongée sous-marine, il faut quand même des compétences en plongée. Avant de faire de la photo proprement sous l'eau, il faut déjà, c'est la règle numéro 1, il faut assurer sa propre sécurité en plongée. Il faut avoir une bonne technique de plongée, notamment ton équilibre dans l'eau, tu vois, déjà. Alors, d'une part, pour pas abîmer la faune marine, et d'autre part, pour ta propre sécurité, et il en viendra après de faire des belles photos. Mais oui, la photographie de surf, c'est quelque chose d'assez sport. Tiopo, en plus, c'est une vague qui est très impressionnante, avec le bruit de la vague, le souffle, et il faut vraiment connaître ce sport sur le bout des doigts. J'ai jamais posé la question à Ben si ses talents de surfeur, mais je pense que pour faire ce qu'il fait, il faut avoir des très très bonnes bases de surf. En tout cas, moi j'étais à Tiopo, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas comment ces gars, je pense qu'il faut être un peu fou aussi pour faire ça. Je sais pas comment ces gars ils arrivent à surfer cette vague. Voilà, en tout cas moi je garde un très bon souvenir, et mon tibia quelques stigmates. Léo, bon, Ben, il plonge pas à 100 mètres de profondeur, mais il se prend des tonnes de flotte, des contraintes absolument délirantes sur lui et du coup sur son matériel. C'est le même type de caisson qu'utilise Ben, que peut utiliser Greg? Alors non, alors en termes d'étanchéité, c'est la même technologie, Ok. mais c'est pas la même utilisation. On va dire que Ben, par exemple, va faire des photos dans l'instant T, très rapide, plus rapide en fait qu'avec de la faune marine, où on a en tout cas un confort d'utilisation qui est la bouteille, où on peut respirer en continu. Là, c'est plutôt de la photo en apnée, avec la force des vagues et les intempéries qu'il peut connaître. C'est des caissons généralement où on a accès à moins de fonctionnalités. Donc on va avoir que le déclencheur, le bouton vidéo, les quelques réglages ouverture et encore. Donc les caissons Aquatech, par exemple, ne sont étanches qu'à 10 mètres. C'est pas du tout la même technologie en termes de philosophie de construction. On va dire que l'étanchéité même les joints utilisés, c'est similaire. Mais c'est pas la même prise. C'est pas la même prise. Par exemple, un caisson Aquatech, ça va être une prise pistolet sous le dessous. Ça va être une prise la pistolet. poignée, ouais. Ça va être une prise pistolet sous le dessous du caisson. Alors qu'avec les caissons, par exemple, Ikilite, qui peuvent être aussi utilisés dans le domaine du surf, ça va être des poignées sur le côté. Ok. Donc c'est vraiment différent comme mindset, et c'est pour ça qu'on a plusieurs marques de caissons, hein. C'est pour répondre aux besoins de chacun. Voilà. Bon, ben, on va continuer dans les besoins et dans les pratiques différentes de photographie sous-marine ou underwater. Et on va parler de portrait avec le témoignage de la spécialiste en la matière, Alison Bones. Alors, je réalise des sessions photos sous-marines en piscine et en mer. Je travaille avec un caisson étanche de la marque Ikelite, avec mes boîtiers terrestres. Donc, je suis sur du R5 Canon. Et avec des grands angles, en général, plutôt du 16 mm. Pour sous l'eau, c'est assez flexible et polyvalent. Alors, je suis moi-même en apnée. Pour moi, c'est plus flexible et plus libre au niveau de la pratique, moins encombrant que la bouteille de plongée. Mais on peut aussi réaliser ce type de séance en étant plongeur bouteille.
Avant chaque séance photo, on a plusieurs rendez-vous pour préparer les shootings et du coup, ce qui va me permettre de diriger mes modèles en amont. C'est-à-dire qu'on connaît déjà les poses, on connaît, la ligne éditoriale du shooting. On a mis aussi en place un code pour communiquer ensemble, lorsque l'on est sous l'eau, par exemple avec des bruits de gorge ou, en tapant une barre métallique sur la poignée du caisson. Voilà, quand il y a un coup, ça signifie quelque chose, 2 coups, autre chose. Après, on est sur des immersions courtes en apnée, donc 10 à 15 secondes, ce qui nous permet de communiquer, à chaque remontée, de faire un peu le point. En général, ils ont les yeux fermés. Pour moi, c'est plus introspectif, ça leur permet aussi de se concentrer. Comme il y a déjà beaucoup de paramètres à gérer, que ce soit la posture, leur souffle, leur respiration, à la remontée, je trouve ça beaucoup plus simple et confortable pour eux de garder, les yeux fermés. Et ensuite, les choses à éviter, c'est, tout simplement de se mettre en danger. Donc penser à la sécurité avant tout. Par exemple, mes séances, elles sont toujours encadrées d'un maître-nageur ou d'un instructeur apnée lorsque c'est en mer. C'est indispensable de déléguer cette partie-là, puisque lorsque l'on est derrière l'appareil photo, on ne peut pas s'occuper à la fois de la sécurité, notre temps de réaction est trop lent pour pouvoir intervenir en cas d'incident. Donc je dirais mettre en place la sécurité, que ce soit pour son modèle, soi-même, mais aussi de son matériel. Greg, du coup, la sécurité, c'est évidemment primordial dans cette pratique de la photographie. Toi, tu travailles en solo, en équipe? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ta sécurité? Comment vous communiquez sous l'eau? Alors, oui, alors que ce soit en plongée libre, hein, ce qu'on appelle l'apnée, et plongée scaphandre en bouteille, la règle numéro un, c'est la sécurité. Alors, moi, je fais aussi bien de l'apnée que de la bouteille. Ça dépend des sujets qu'on va aller photographier. Et en général, quand on part en mission ou quand on part plonger, on plonge jamais seul, on est toujours encadré. Donc soit je vais avec ma petite équipe, soit on va dans des clubs de plongée où on a des fixeurs sur place quand on voyage, mais les plongées sont toujours encadrées. Après aussi, l'intérêt, je trouve, c'est, on parle beaucoup pour les plongeurs autonomes, hein. Plongeur autonome, c'est quand tu as les qualifications de pouvoir plonger sans un moniteur ou un guide de plongée. Moi, j'aime beaucoup aller plonger quand je voyage avec les guides locaux. Parce que, bon, déjà, ils vont pouvoir t'assister aussi bien en sécurité, mais ils peuvent me filer un coup de main avec mes caissons ou autres. Et aussi, ils connaissent bien le lieu. T'as des endroits, quand tu vas plonger, qui peut avoir des courants de forts courants, des courants dangereux, hein. J'ai en tête en Indonésie, tu peux avoir par exemple ce qu'on appelle des courants descendants. Pareil, quand tu vas plonger dans les passes en Polynésie, tu peux avoir de forts courants assez dangereux. Donc on est toujours encadré avec une structure et avec un guide qui connaît bien les lieux. Et pour trouver les animaux aussi, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui connaît les lieux parce qu'il sait où les intérêts, les différents sujets sont intéressants sur la photographie. Bon, eh ben écoutez, pour terminer, on va parler un peu de matos et d'équipement, peut-être pour se lancer. Alors sans forcément tomber tout de suite dans l'investissement d'un caisson à plusieurs milliers d'euros. Il y a des alternatives. La première, alors si vous allez sur Amazon par exemple, vous tapez sac de plongée photo, vous allez tomber sur des trucs. Bon, je vois à ton regard, Léo, que c'est pas forcément une bonne idée. Alors, il y a une marque qui s'appelle Dicapac qui propose des espèces de sacs comme ça, un peu universels pour faire de la photographie sous-marine. Alors, pas trop profond à 5 mètres. Mais justement, pardon, mais ces sacs étanches, ça vaut quelque chose pour les smartphones. On en voit beaucoup des sacs. On peut se dire, tiens, je vais mettre 100 € dans un petit sac, mettre mon appareil dedans. Est-ce qu'on prend un gros risque ou est-ce que c'est valable? Alors, pour en avoir essayé beaucoup, du coup, parce que tous les produits que l'on importe, nous en France, on les essaye, et on les surmène, histoire d'être sûr que ça puisse coller avec l'utilisation, en tout cas locale. On va dire que la seule marque que l'on avait, ça s'appelait Eva Marine. C'était connu et reconnu dans ce domaine-là. C'était une marque allemande qui malheureusement a stoppé la production de ses produits.
Moi, en tout cas, c'est la seule marque où on pouvait emmener dans un sac étanche un appareil photo, même à 4 000 € à 20 mètres de fond, quoi. Ok. C'était la seule marque avérée où nous, on n'a pas eu de soucis, en tout cas. Et c'était. C'était, malheureusement, parce que malheureusement, la marque n'existe plus trop, en tout cas. Mais non, aujourd'hui, on n'a pas trouvé, même que ce soit Dicapac ou autre, de produits assez fiables, en tout cas. Bon. Alors, Après moi, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que la photographie terrestre et la photographie sous-marine, c'est vraiment deux mondes totalement différents. Quand on va aller dans l'eau, on va perdre les couleurs, on va perdre avec la turbidité de l'eau, et du coup, en termes de technicité de photographie, c'est vraiment deux mondes différents. En photographie terrestre, on va souvent chercher d'avoir des objectifs qui ouvrent un maximum, le maximum de lumière, et en photographie sous-marine, on va plutôt rechercher par exemple la profondeur de champ. Quand on utilise un boîtier photo en terrestre, par exemple, si on veut utiliser un mode automatique ou semi-automatique, en sous-marin, il faut oublier totalement, puisque ces boîtiers sont faits pour marcher en terrestre, et sous l'eau, en général, si on veut quand même réaliser de belles images au premier abord, comme ça, il faut quand même toucher un petit peu à la partie manuelle de son appareil photo pour pouvoir réaliser des clichés et compenser justement ce milieu qui est assez spécial. Ok, alors donc si on met de côté un peu ces sacs étanches dans lesquels on peut mettre son matériel, une solution peut consister à investir dans un appareil qui n'a pas besoin ni de sac ni de caisson et qui est déjà étanche en lui-même. On a évoqué dans le Flash Actu les nouveaux modèles Pentax qui viennent tout juste d'être annoncés, mais il y a aussi OM System qui a lancé il y a à peu près un an un compact numérique, alors ils appellent ça étanche anti-choc, enfin quelque chose de très baroudeur. Il s'appelle le TG7 et on vous propose d'écouter Thierry Bourque d'OM System nous en parler. Alors le TG7 a la particularité effectivement de pouvoir être étanche et anti-choc, je précise également le sujet, mais pour la plongée sous-marine, c'est un produit que nous on conseille ouvertement, qu'on soit novice ou pas en photographie et en plongée, puisqu'il est étanche à 15 mètres, donc ça permet de faire des baptêmes, par exemple, de plongée, et on est capable de revenir vraiment avec des images incroyables, puisque ce produit fait du RAW et du JPEG. Il offre également la possibilité de travailler avec une ouverture de 2.8 avec un grand angle, et il permet également de faire de la vidéo 4K. Donc, si on veut ramener des souvenirs de superbe qualité, même sur un baptême, on est capable d'utiliser aujourd'hui un produit comme le TG7. Ce produit a également une particularité pour les gens qui sont effectivement dans des plongées qui ne sont pas très profondes avec beaucoup de lumière, puisqu'on a un mode super macro qui permet donc de retranscrire des images incroyables au niveau des coraux, puisqu'on peut être à 1 cm du sujet en étant au maximum du zoom que le produit propose. On n'est pas obligé de rester en grand angle pour faire de la macrophotographie. Donc on a un équivalent d'un mini microscope, si je dois parler vulgairement, qui nous permet d'avoir des images, encore une fois, là, incroyables, dans une thématique qui est très appréciée également en plongée sous-marine. Après, on peut l'accessoiriser. Donc l'accessoiriser, on peut mettre un caisson. Donc le caisson étanche permet d'aller cette fois-ci jusqu'à 60 mètres. On peut mettre des bagues au niveau de la lentille frontale du TG7 sur lequel vous allez travailler soit avec des compléments optiques, donc on peut aller vers du fisheye ou à l'inverse aller vers du téléobjectif, mais également on peut l'accessoiriser avec des systèmes d'éclairage qui vont reprendre soit la LED sur le TG7 ou le flash qui est positionné sur le TG7 avec des systèmes de réflecteurs ou de diffuseurs qu'on vient positionner devant notre objectif de manière très simple et très rapide. Oui, donc finalement, avec le TG7 ou un appareil similaire concurrent, pour un peu moins de 1 000 €, on peut se retrouver avec une config qui est capable de descendre jusqu'à 60 mètres avec le caisson. C'est hyper intéressant ça pour démarrer. Ah oui, bah aujourd'hui, nous, le TG7, c'est le produit le plus vendu, en tout cas pour la photographie sous-marine.
L'avantage, c'est que généralement, on vient quand même très rapidement lui mettre un caisson, étant donné qu'il est étanche jusqu'à 15 mètres. Mais si on fait la moindre bêtise avec le caisson, l'appareil, il reste étanche derrière. C'est franchement le meilleur compromis en termes de rapport qualité-prix. Le produit, il est facile à utiliser. Il n'a pas de mode manuel, il a que des modes semi-automatiques ou tout automatiques. Mais l'avantage, c'est que c'est des modes qui ont été pensés par et pour un plongeur. Donc, c'est le deuxième appareil photo dans le monde à avoir été co-conçu avec un plongeur. Le dernier, c'était justement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la gamme Nikonos, enfin plutôt la gamme Calypso. Mais oui, l'avantage du TG7, c'est qu'on a un produit qui est facile à utiliser et avec tout un écosystème. Donc on a l'écosystème, on va dire, pour aller jusqu'à 15 mètres avec les produits de marque Olympus. Nous, aujourd'hui, on a plus d'une centaine de produits pour aller spécialement avec le TG7. On a 5 caissons différents pour l'OM System TG7, mais on a surtout plein de grands angles, de lampes, de flash, d'anneaux lumineux, de façon à ce qu'on puisse éclairer facilement en macro. Et comme on l'expliquait tout à l'heure, ce qui peut être intéressant en photographie sous-marine, c'est les grosses bêtes, certes, mais aussi les petites bêtes qui sont parfois un peu trop oubliées. Le OM System TG7, il faut savoir qu'il dépasse le rapport de 1 sur 1 en macro. Donc c'est un des appareils les plus puissants. Oui, la petite crevette, on va lui faire son portrait, quoi. Oui, mais l'autonomie, elle est suffisante parce que... Ouais, vraiment. Ouais, on est à peu près sur... Alors, il faut bien désactiver le mode GPS qui ne sert strictement à rien dans l'eau et le Wi-Fi Bluetooth qui ne sert aussi à rien sous l'eau, je parle. Parce qu'en terrestre, c'est des boîtiers qui souffrent un peu. Pour les avoir beaucoup utilisés en rando ou autre, je trouve que l'autonomie, c'est un peu le parent pauvre de ces produits-là. Même si, du coup, on peut les recharger avec des chargeurs nomades et tout, donc on le sent moins. Mais une fois sous l'eau, je me posais la question, sur une plongée assez longue, est-ce que ça tient la route? Ouais, ça tient 2 plongées environ. Si on coupe bien le GPS. Et c'est change la batterie au pire. Voilà, dans l'eau. Oui, bien sûr. Voilà. Tu sors ton chargeur nomade. Mais par exemple, on a des caissons pour... vu qu'en fait, actuellement, le milieu de la plongée connaît une sorte de petite révolution. Avant, on plongeait avec des bouteilles classiques. Maintenant, on a de plus en plus de personnes qui plongent avec des recycleurs. Donc, c'est des recycleurs d'air, tout simplement. L'air expulsé est recyclé de façon à ce qu'on puisse le reconsommer. Donc, on va dire que c'était plus du milieu militaire à l'époque, mais ça permet de faire des plongées parfois de 2 heures, 3 heures, sans trop se poser de questions de limite d'air. L'avantage, c'est que on effraie beaucoup moins les animaux vu que ces appareils de respiration font beaucoup moins de bulles. Mais c'est sûr qu'on connaissait une contrainte avec les boîtiers et on peut maintenant avec la technologie USB-C, on peut recharger en même temps les appareils photo qu'on les utilise. Donc on a dans certains caissons la place de mettre une batterie supplémentaire avec des petites piles, de façon à pouvoir réalimenter l'appareil photo dès qu'il n'y a plus trop de batterie en fait. Ça en vidéo, c'est intéressant. On l'a notamment pour un produit de chez Canon, la caméra R5C, qui est une passoire énergétique, on peut dire ça comme ça. Si on n'a pas les bons éléments sous l'eau, on tient pas une plongée. Donc en fait, on a des caissons, notamment chez Nauticam, où on peut rajouter une batterie portable dedans. Ok. Donc l'étape d'après, c'est de passer au caisson. Est-ce que, avant de tomber sur les modèles à plusieurs milliers d'euros, il y a une alternative de caisson débutant un peu plus abordable, ou tout de suite ça monte dans les tours? Si on reste sur le segment produit des TG7 ou même des petits Sony RX100, on a des caissons dédiés par les marques. Donc on a un caisson chez OM System qui est le PT059, qui descend à 45 mètres. Il est facile à utiliser, super confortable. Franchement, on n'est pas dans des prix trop excessifs. Ensuite, c'est sûr que on arrive quand même toujours au prix de l'appareil photo, mais... Ça veut dire quoi, pas trop excessif pour ces questions-là? C'est de l'ordre de quoi? C'est 500 euros? Non, c'est aux alentours des 300, 350 euros à peu près le caisson. Et du coup, quand on commence, on a un package qui avoisine les 800 euros. Donc, ça reste quand même plus intéressant que d'aller acheter un Z8 ou un Canon R5 avec un caisson. Ensuite, on a la deuxième gamme qui est la plus utilisée sous l'eau, c'est la gamme des RX100. Alors, pas le 6 et le 7, mais le 5, précisément. Le 5, pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'il va beaucoup moins zoomer, c'est un 24-70. C'est un 24-70 qui fait 1.8 à 2.8. Alors que dès qu'ils sont passés à la gamme 6 et 7, c'est un 24-200 qui commence non pas à 1.8 mais à 2.8, donc on perd quand même un peu en luminosité. Et alors là, l'optique elle est très glissante en termes de luminosité.
Donc c'est vrai que le RX 105, c'est la deuxième position après le TG7. Bon, super. Pour terminer, Greg, est-ce que tu aurais quelques petits tips, quelques petits conseils à prodiguer à nos auditeurs photographes qui souhaiteraient s'essayer pour la première fois à la photo sous-marine cet été? Oui, bien sûr. Alors, même de manière générale, hein, à la photographie, je pense que c'est pas forcément le matériel qui va faire la photo, mais plutôt déjà, il faut faire les photos qu'on aime, mais c'est surtout bien connaître son appareil. Surtout quand on fait de la photo sous-marine, quand tu mets un appareil classique dans un caisson, il faut vraiment connaître son appareil sur le bout des doigts. Et ensuite, le meilleur moyen, je trouve, moi, pour apprendre la photographie, c'est pratiquer, parce que voilà, moi j'ai été autodidacte, j'ai appris la photo sous-marine en passant du temps dans l'eau. Je me souviens qu'à l'époque, au tout début, quand je montrais mes photos, elles plaisaient à certains, à d'autres elles plaisaient pas, mais moi j'aimais les photos que je faisais, j'avais envie de faire ces photos. Comme a dit tout à l'heure Ben, on a souvent en tête une image qu'on a envie de faire, alors ça se passe jamais comme ça, mais on sait que si un jour l'opportunité se présente, on réalisera l'image qu'on a rêvé. Voilà, donc moi, si j'ai vraiment un conseil, c'est de faire les images qu'on aime. C'est qu'une image, elle doit raconter une histoire, et voilà, et de pratiquer, de passer du temps et surtout du plaisir dans l'eau. Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Léo, d'avoir partagé tout ça avec nos auditeurs. Je mets donc un terme à cette discussion et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe Greg Lecoeur et Léo Lachaud de la boutique spécialisée Photo d'Enfer pour cette grande émission consacrée à la photo sous-marine. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, pour toi Léo, est-ce que la photo sous-marine nécessite forcément de pratiquer la plongée ? Non, pas forcément. On a aussi des produits qui permettent de faire des photos en palmas tuba. On n'est pas obligé d'aller à 100 mètres pour faire de belles photos, étant donné que la meilleure lumière va être à la surface. En fait, on a aussi des photographes de piscine. Donc là, pareil, pas besoin de niveau particulier en tout cas. Et puisqu'on parle de lumière, Greg, comment toi tu gères la lumière sous l'eau ? Alors, la lumière en photo sous-marine, moi j'aime bien utiliser un mixte entre la lumière naturelle et la lumière artificielle. Quand on va sous l'eau, on sait que la difficulté de la photographie sous-marine, c'est cette perte de lumière. Alors après, on peut la prendre à notre avantage et jouer justement avec les rayons du soleil, cette luminosité qui est un peu spéciale. Mais ça vaut plus pour les images d'ambiance. Après, quand on fait de la photographie animalière sous l'eau, en général, on utilise de la lumière artificielle avec des flashs. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est ce mix entre lumière naturelle et lumière artificielle. Greg, je reste avec toi. Quel type d'espèce marine il est relativement facile d'approcher et photographier pour débuter ? Je dirais les nudibranches, parce qu'ils ne bougent pas beaucoup. Il faut redire ce que c'est. Léo, à l'aide. Ah oui, d'accord. Les nudibranches, Léo, c'est... Alors, non. Ouais, non. Alors, il y a plein d'espèces. Hein, alors, comme les nudibranches, ce sont ces petites limaces très colorées, qui ont de multiples formes. En général, elles se promènent sur le substrat, sur le fond. Voilà, donc ça bouge pas énormément. Le plus dur, c'est de les trouver, mais après, une fois qu'on les a trouvés, on peut s'entraîner à les photographier. Alors, en général, en faisant de la macrographie. Après, il y a plein d'espèces qu'on peut croiser en mer ou en rivière.
je dirais qu'il n'y a pas forcément une espèce particulière qui est plus facile que l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on voit, pour mon cas, moi, et je vais redire ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'aime beaucoup dans la photographie sous-marine, c'est que dès qu'on met un pied sous l'eau, on va trouver la vie. Et est-ce que tu aurais quelques conseils de spots sur les côtes françaises pour commencer à pratiquer en apnée ou snorkeling? Écoute, la Méditerranée, contrairement à ce qu'on dit, c'est une mer vivante, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a une énorme biodiversité en Méditerranée. Après, il y a des endroits qui sont beaucoup plus foisonnants de vie, et j'ai en tête notamment toutes les aires marines protégées qui marchent bien, et là on va vraiment trouver beaucoup de vie. J'ai en tête par exemple quand tu vas plonger du côté de Port-Cros, c'est un des rares endroits où tu vas pouvoir voir autant de diversité, et notamment un spot qui s'appelle la Gabinière, où tu as tous ces mérous, tu as des corps, tu as plein d'espèces protégées qui prospèrent tranquillement. Léo, si tu devais donner 3 conseils à quelqu'un qui a un hybride, qui veut s'acheter son premier caisson, ce serait lesquels? Venir nous voir pour poser les bonnes questions et bien cibler les besoins, hein, honnêtement. Mais ça serait de pas forcément être effrayé par les prix, étant donné qu'il y a plusieurs gammes de prix, et que ça dépend vraiment des besoins de tout le monde, mais c'est penser au bon objectif, parce que mettre un 70-200 dans l'eau, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Mais ouais, ça serait le choix de l'objectif, choisir le bon boîtier aussi, si on n'en a pas déjà, si on se lance totalement. Mettre des boîtiers très peu lumineux, c'est pas forcément et pas toujours intéressant. Mais c'est vraiment regarder en fonction de nos besoins, parce que parfois, quand on a un appareil photo déjà terrestre, je sais pas si on a un gros Sony Alpha One, et qu'on veut faire quelques photos de souvenirs de vacances ou autres, on n'est peut-être pas obligé d'acheter tout le caisson, on peut peut-être regarder pour acheter un petit appareil photo avec un caisson à côté, quoi. Et tu fais de la location au besoin pour essayer ou partir sur une saison avec du matériel? Ouais, bien sûr, on fait de la location aussi beaucoup pour les pros, pour certains shootings, pour des clips, pour certains reportages, parfois des journalistes aussi, qui ont besoin pour un court temps et pour, on va dire, un usage unique. Mais on fait aussi de l'essai de matériel. Ça sera plus sur la gamme d'entrée de gamme, mais c'est sur quelques produits, on fait aussi du test de matériel. Mais la location, c'est beaucoup pour les boîtes de production, pour, ouais, comme je disais, pour les clips, pour des besoins pro en tout cas. Ok. Greg, quel type d'objectif tu conseilles d'utiliser sous l'eau? Écoute, en sous-marin, la meilleure option, c'est de trouver des objectifs polyvalents, surtout quand tu travailles au réflexe ou avec des hybrides. Voilà, moi je suis un adepte, comme je te dis, du fisheye. Je pense que une des clés de la photo sous-marine, c'est d'être au plus près du sujet. Donc des objectifs pour l'ambiance, je dirais des objectifs grand angle avec un minimum de mise au point. Après, ça demande un autre travail d'approcher au mieux les animaux. Et c'est ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est que je pense que pour réussir vraiment de belles images, il faut aussi avoir des bonnes connaissances de la faune, de la flore, des écosystèmes, pour essayer un petit peu d'anticiper, de bien se placer pour réaliser l'image espérée. Et pour terminer, Léo, est-ce qu'il existe des appareils photo qui sont nativement étanches? Alors oui, il en existe, mais on est très rapidement limité en termes de profondeur. Donc vous voyez le TG7 de chez OM System, on est limité à 15 mètres par exemple. Mais c'est un appareil photo, outre le fait qu'il soit étanche de base, c'est un appareil photo qui est pensé pour les plongeurs. Donc en termes de réglage et d'algorithme à l'intérieur, la correction des couleurs par exemple sera directement pensée par un plongeur. Enfin, la correction sera directement faite pour les plongeurs. On a notamment un mode poisson pour permettre de récupérer du rouge sous l'eau. Un mode poisson. Ok, merci à tous les deux pour toutes ces explications. On passe à la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz.
Léo, Greg, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. C'est chacun notre tour ? C'est chacun votre tour. Et on commence avec toi, Léo, avec une question qui nous vient de Nord de Tours. Quel budget minimum est-ce qu'il faut pour commencer sérieusement la photo sous-marine ? Je dirais sérieusement, avec le TG7, on peut commencer aux alentours des 800 € avec l'appareil photo et le caisson. Sinon, je dirais un budget de 1000 € environ avec de l'éclairage pour vraiment faire de très très belles images. C'est vraiment... Franchement, c'est dans ce budget-là à peu près. Et si on est équipé en hybride, c'est quoi le budget ? Entre 4 et 6 000 €. Ah oui, d'accord. C'est déjà un petit cran... Même pour un hybride entrée de gamme. Pour un hybride entrée de gamme, je dirais peut-être 2-3 000 €. Ça se fait les caissons d'occasion ? Oui, bien sûr. Nous, on en a. On a des caissons ça peut être d'occasion. une option de se dire on achète un hybride de 1 ou 2 générations en arrière, un caisson d'occasion, et puis on peut essayer aussi comme ça. Bah oui, par exemple, il y a beaucoup de caissons Z6 II en ce moment. Allez, deuxième question pour toi, Greg, qui nous vient de Niarki. Comment est-ce que vous faites pour bien gérer les couleurs sur vos photographies ? Alors c'est vrai qu'en photographie sous-marine, on a tendance à perdre les couleurs. Écoute, moi je trouve qu'il y a un outil qui est formidable aujourd'hui, ça s'appelle la balance des blancs. Donc voilà, il faut bien gérer sa balance des blancs, et quand on descend profond, il faut utiliser aussi de la lumière artificielle pour redonner un petit peu la couleur. C'est vrai qu'on a un peu parlé de la lumière artificielle. Il faudra faire une deuxième émission rien que sur... Mais c'est un sujet en soi en fait. C'est un sujet à part entière. L'éclairage. Ouais. On continue, troisième question toujours pour toi, Greg, qui nous vient de Claritina. Je suis fasciné par les méduses dans les aquariums. Où et comment les photographier en milieu naturel ? Alors on peut les photographier absolument partout, il en existe je dirais des dizaines, voire des centaines, plutôt des centaines d'espèces. Donc on peut vraiment les photographier partout. Après il faut faire attention parce que certaines peuvent être très venimeuses. Moi je suis assez d'accord avec cette personne. Les aquariums de méduses, c'est fascinant comme truc. C'est complètement dingo. Alors ils les éclairent avec des lumières un peu fluo, là. Enfin, c'est psychédélique comme truc. Ils en mettent aussi maintenant de plus en plus dans les hôpitaux pour calmer les personnes dans les salles d'attente. Ah ouais ? Ouais. Quatrième question pour toi, Léo, qui nous vient de Voodoo Child 46. Est-ce qu'il y a des marques plus orientées vers la photo sous-marine que d'autres parmi les principaux constructeurs d'appareils photo hybrides ? Je pense que OM System, vu qu'ils ont fait un produit dédié, c'est quand même la marque qui le prend le plus en compte. Sinon, on a les traditionnels Nikon, Canon, Sony qui connaissent en tout cas ce segment de marché et qui le prennent bien en compte, notamment avec des produits qui, on espère, par exemple, arrivent en fisheye ou des objectifs macro. C'est vrai que ça peut nous être dédié dans certains cas. Cinquième question pour toi, Greg, qui nous vient de Paul. Peut-on faire de bonnes photos sous-marines en apnée uniquement et quels sont les meilleurs endroits pour cela ? Alors oui, on peut faire de très très belles photos en apnée. Après, ça dépend ce qu'on veut documenter, photographier. Par exemple, j'ai en tête d'aller en Polynésie ou autre à la rencontre des baleines ou des mammifères marins. Voilà. Après, en termes d'ambiance, par exemple, si tu vas dans la baie des Anges à Villefranche, tu as des super tombants, tu as des super ambiances de lumière, de quoi faire vraiment de très très belles photos en apnée. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question qui vous est adressée à tous les deux. Quel est, selon vous, le meilleur film sur le monde sous-marin ? Léo. Le Grand Bleu. Directement, je dirais Le Grand Bleu, c'est le premier film qui nous vient, en tout cas en tête. Le Grand Bleu, c'est celui qui donne le plus envie, qui donne un peu cet effet commandant Cousteau quand on le regarde. Ça permet de faire la transition lorsqu'on ne s'y connaît pas et ça donne cet effet découverte, mais même lorsqu'on connaît déjà bien le milieu marin, quand on le regarde à nouveau, ça donne envie de redécouvrir
la plongée sous-marine. Je relance le chrono pour toi, Greg. Ah oui. Bah, je dirais aussi certainement le Grand Bleu, hein, qui est un film qui a inspiré et puis de nombreuses vocations, qui nous a tous donné envie d'aller tremper nos palmes en mer. Après, je reste aussi sur les aventures du commandant Cousteau, hein, qui c'était plus en termes de documentaire et de découverte et d'exploration, voilà, qui a, je dirais, amélioré les connaissances sur le monde marin. Allez, on conclut là-dessus. Merci à vous deux. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Léo, Greg, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'être venu partager toutes ces connaissances, toute cette passion avec nos auditeurs sur cette incroyable discipline de la photographie qui est la photographie sous-marine ou underwater. Peut-être vos actualités récentes ou dans un avenir proche, Greg. Eh bien, moi, je travaille actuellement sur un gros projet sur la Méditerranée au travers de mon association We Are Méditerranée. Donc, le projet s'appelle Expédition Pélagos. Et là, on vient d'installer sur la promenade des Anglais une exposition photographique avec 50 tirages de 2 mètres par 1,50 m. Ah, génial. Voilà, donc c'est une exposition pédagogique qui traite donc du sanctuaire Pélagos. Donc c'est un projet, moi, qui me tient énormément à cœur, puisque la Méditerranée m'a beaucoup donné. J'ai eu la chance d'explorer toutes les mers et océans de la planète. Et aujourd'hui, je reviens à mon premier abour et j'essaie de lui rendre l'appareil et de faire connaître, d'améliorer les connaissances auprès du grand public sur la biodiversité en Méditerranée. Bon, c'est génial. Merci beaucoup, Greg. Avec plaisir. Et toi, Léo, l'actualité de la boutique ? La boutique continue son activité, donc on a la photographie sous-marine, mais on a aussi la photographie dite terrestre, enfin la photographie classique. Donc on a toutes les nouveautés actuelles de toutes les marques, hein, que ce soit Fuji, Nikon, Canon, Sony, Panasonic, OM System, Sigma, et j'en passe sûrement, ou peut-être que j'en oublie, mais on a toutes les nouveautés, que ce soit de différentes gammes. Donc on peut avoir les dernières longues focales qui vont sortir en Sigma, qui vont bientôt arriver dans la gamme GF, là, le 500 mm. Mais on attend aussi, là, comme on a vu avec le teaser, le Z6 III, qui, on espère, ne devrait pas trop tarder. Mais voilà, on fait photographie sous-marine et photographie terrestre, on a la double casquette. Bon, et est-ce que tu as déjà étudié l'idée de devenir une boutique cultissime mondiale photo en, par exemple, installant un bassin dans les sous-sols de ta boutique pour pouvoir tester en conditions réelles tous les beaux caissons que vous proposez ? Ce serait très écologique. Et sachez que ça a été envisagé, fut une époque. En fait, on a une cave juste en dessous qui nous appartient, mais on s'est interdit par la ville de Paris, étant donné qu'il y a beaucoup de... Comment ça s'appelle, de catacombes. Donc, ils construisent bien des piscines dans les hôtels à Paris, quoi. Ouais, mais en fait, c'est en fonction de où passent les catacombes. Et nous, dans le 14e, il y en a quand même un paquet. Bon, ok. Bon, en tout cas, merci Léo. La semaine prochaine, pour l'avant-dernière émission de cette 8e saison, on va s'intéresser à un festival photo, celui de la Gacilly, avec nos 2 invités, Jacques Rocher et Cyril Drouet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Nikon, appareil photo et objectif hybride Nikon Z. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo, et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.